Non, c'est plutôt la fosse des Mariannes, mais bon. C'est pas grave. Faut lui mettre une bombe pour faire sauter la muraille. Ouais, c'est surtout que tu peux y aller avec une armée de 2000 tout le monde. Et au petit matin, voilà. Bon, bah écoutez, vous y allez quand vous ça va être dur de poursuivre là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette ambiance tout à fait gelée, puisque chez vous peut-être qu'il neige. Alors chez nous il ne neige pas à Nantes, mais on se les pèle quand même. Nous sommes, j'allais dire la date et tout, j'allais faire l'éphéméride et vous dire qu'il faut fêter, mais on s'en fout, puisque nous sommes dans le podcast numéro 20, je ne sais plus si je l'ai dit déjà, je m'embrouille. Qu'est-ce que le podcast, hein, ça fait longtemps que j'ai pas, enfin le podcast, qu'est-ce que c'est? Restons dans les... Voilà, il y a des conventions, il faut les garder. C'est l'émission audio et puis vidéo maintenant sur YouTube du Réseau Arts. Le Réseau Arts, qu'est-ce? C'est un ensemble de sites. Donc nous avons comicsblog.fr, SciFantasy et 9art.fr et cette émission a pour but de faire un petit peu le tri de l'actualité, de revenir sur les sorties, de parler un petit peu de thèmes autres et diverses et variées, de faire des blagues aussi et d'essayer d'augmenter le PIB de la France, ce qui marche difficilement. Je ne suis pas seul autour... C'est pas là où on est les plus forts, on va dire. non. Alors, je suis autour de cette table à seul, vous avez pu l'entendre, Arnaud, Salut. qui est de retour d'ailleurs, puisque Ouais. la semaine dernière, tu n'étais pas là. Non. Nous avions reçu Arnaud Cookie, on peut voir d'ailleurs, vous n'avez pas la même coupe de cheveux. Exactement. Ça marque très bien la différence. Exactement. Donc on ne peut pas vous confondre, même si vous êtes un peu similaires. Tu as parlé un peu avec lui, truc comme ça, non? Ouais, vite fait, changer 2-3 mots, mais il est reparti sur sa planète, moi ça me fait du bien. Ouais, tranquille. bah ouais, nous aussi. Pas trop les étrangers, tout ça quoi. Ouais. Chacun chez soi. On sait, hein, on a vu les derniers coups de cœur comics. Et on Exactement. sait ce qui se passe au début. Nous ne sommes pas seuls puisqu'il y a Thibaut. Bonjour. République, comment vas-tu Bah ça va, malgré le froid et la présence d'Arnaud qui coule, ça va. Ça généralise la haine d'Arnaud Kikou. Est-ce qu'il s'est bien comporté avec toi, Cookie, du coup Oui, plutôt ouais. sympa, Ok. mais malgré tout on a réussi à s'entendre quoi. Ok. Mais bon... Parce qu'il t'a... Enfin, vu que c'est pas C'est pareil... vrai que j'avoue qu'en termes de... Ouais, non franchement je préfère... Enfin tu vois, je fais une blague mais c'est mieux quand même Ok, de t'avoir toi. voilà. Voilà, donc ça fait plaisir. Et aujourd'hui, un invité exceptionnel, d'ailleurs, qui ne sera pas invité, puisque on sera devrait pas te revoir, et Oh, quand tu as fait tes débuts alors, en vidéo dans les coups de cœur BD de la semaine dernière sur 9e art, Dr Vince. Je sais pas si je vais réussir à t'appeler Dr Vince. Oh, appelle-moi Vincent. Et donc, Ok, donc Vincent, qui est notre stagiaire, qui va être là pour les 2 prochains mois, et forcément, comme tu étudies le journalisme, on va profiter de ta présence pour te faire venir dans les podcasts, puisque tu vas parler avec nous de toute l'actualité, de tout ce qui brille, de tout ce qui fait plaisir. Et nous allons commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le dur, j'ai envie de dire, avec une news comics blog de grande qualité, puisque c'était un peu le feuilleton de l'hiver. Je peux l'annoncer. Dans l'univers comics, je te laisse alors du coup. C'est super excitant du coup. Et ben c'est tout simple, mais il y a une série Metropolis qui est en préparation. Et voilà. Streaming de Warner. Et je suis ouf. On est comme des petits fous forcément, puisque on est fan de Gotham. Bah ouais. Et là c'est encore mieux parce que du coup dans Gotham, tu suis Bruce Wayne quand il grandit dans Gotham, tu vois, il y a du sens, tu vois. Mais dans Metropolis, tu suivras pas Clark Kent puisqu'il a pas grandi à Metropolis. Et tu suivras qui du coup? Eh bien, Lois Lane et Lex Luthor dans un genre de truc à la X-Files. Bref, on s'en branle en fait, on peut parler de la vraie news. Oui, hein, on parle de la vraie news. Qu'ils aillent niquer leur mère avec leur projet débile. Aujourd'hui, on va parler de Superman, mais en bien. Faisons honneur quand même à ce beau personnage. Avec Brian Michael Bendis, du coup, qui nous a annoncé ses vrais projets pour DC Comics. Donc, on savait déjà qu'il allait faire une petite histoire sur Action Comics 1000, qui est quand même un numéro événement. C'est, je crois, le premier numéro vraiment de Comics Ongoing à atteindre cette étape. Et du coup, en fait, il va reprendre Superman, mais genre DC Comics le fait tiens, prends tout, prends ce que tu veux, fais-en ce que tu veux. Et donc, comment ça va se manifester concrètement? Donc, il y a cette première petite histoire, puis ensuite viendra une mini-série qui s'appelle Man of Steel à la John Byrne. Et du coup, il va faire ça en 5 numéros. Et il y aura sur chaque numéro en fait un artiste différent. Donc il y a Jason Fabok qui est prévu, Ryan Sook, pardon. Ivan Rass et Joe Prado, ça avait été déjà un petit peu annoncé. Il y aura également, du coup, bon, je me rappelle plus des 2 autres, mais bref, c'est du gros. Allez voir la news sur Comics Blog, elle est encore en home, machin, parce que c'est quand même un putain de gros truc. Surtout qu'après, il va reprendre le titre Superman, forcément. Donc, au revoir Peter Tomasi.
du titre. Mais aussi... Mais il est revenu parce que pendant un temps il est parti. Ouais, non, il y avait eu quelques numéros en filine, mais oui, il est toujours là et a priori il va être jusqu'à la Ces reprise. derniers temps, c'était pas ça, je trouve, la série Superman. Bah, par rapport au début, effectivement, il y a eu quelques baisses de qualité, mais on va en reparler un petit peu par la suite. Foreshadowing, incroyable. Oh là là, il est fort. On se croirait dans un Cloverfield. Ouais. Le méga foreshadowing. Non, mais du coup, quand même, Superman, il le reprend, mais il le relaunch en plus, donc premier relaunch dans l'époque Rebirth. Et Action Comics, il le reprendra au mois de juillet avec le numéro 1001, c'est-à-dire qu'en fait, Action Comics va s'arrêter temporairement après le numéro 1000, qui sera déjà un gros milestone, et forcément pour laisser de la place à cette mini-série, et pas qu'il y ait 3 titres Superman en même temps. Donc ça n'empêche pas qu'il y avait quelques rumeurs en plus qui disaient que Bendis allait aussi pouvoir faire du Batman, il l'avait quand même un petit peu teasé, donc pourquoi pas, c'est pas la première fois que Bendis fait non plus 4 titres à la fois, c'est bien ce qu'il faisait chez Marvel. En attendant, c'est quand même une grosse annonce comics et un gros personnage, forcément il y en a quelques-uns qui ont dit ouais, ils auraient peut-être dû lui donner un personnage plus urbain et peut-être avec moins d'aura chez DC Comics. Là, c'est clair qu'ils lui donnent les clés de leur personnage le plus important. En même temps, c'est les 80 ans du personnage. Et en même temps, si tu ramènes Bendis et que tu lui fais signer un contrat d'exclusivité, tu vas pas lui faire, tiens, voilà une ongoing Blue Beetle, fais-toi plaisir. Non, voilà, donc non, ça... mais surtout, comme tu disais, j'aimerais bien que Bendis ne reproduise pas les erreurs qu'il a faites ces dernières années chez Marvel et assurer 4 séries différentes, c'est le meilleur moyen de le cramer. Et puis surtout, si c'est que des héros urbains, on aura du Bendis en fait décalé, du Bendis de ces dernières années, mais transposé de chez Marvel à DC, c'est pas très intéressant. Alors que s'il peut faire un truc de qualité de son Daredevil, mais sur Superman, on prend direct. Moi, je suis content qu'il sorte de sa zone de confort. C'est pas du tout un personnage qui est comme il a l'habitude d'en écrire, quoi. Au contraire, après, c'est super stimulant, quoi. T'as quand même quelques similarités, des trucs sur lesquels il pourra se raccrocher. Moi, je t'avoue que Superman, j'ai jamais été ouf, tu vois. Il y a pas d'arc. Enfin, j'ai toujours lu, mais il y a pas de trucs qui m'ont blow my mind, quoi. Et du coup, je me dis qu'un petit Bendis dessus, surtout, tu vois, l'aspect un peu éditorial, journalistique et tout. Oui, un des personnages qu'il écrivait le mieux, c'était Ben Urich dans la série Daredevil. Et là, tu vois, avec Lois Lane, je pense qu'il peut faire des trucs de ouf. Parce que Superman, a priori, restera vraiment dans le côté aventure et très, très super héroïque, alors qu'Action Comics devrait plus se concentrer sur la vie de Clark Kent en tant que journaliste aussi. Ok. Ça, c'est du des coup, ils fonctionneront vraiment de pair, c'est c'est cool. Non, et puis il y a une certaine cohérence du coup à donner les 2 titres principaux Superman au même auteur du coup pour avoir quelque chose de plutôt cohérent. Même ça reste mensuel ou... Enfin, c'est dans c'était bimensuel maintenant. Les deux, ouais. Et ça devient mensuel ou ça reste non, mensuel? alors il me semble que j'avais lu mensuel, donc il faudra confirmer. Le détail n'a pas encore été communiqué. Faudra Sinon, ça lui ferait beaucoup de numéros au mois quand même. Ouais, mais il y a moyen du coup que ça passe en mensuel du coup, en plus avec le relaunch. Ouais. Tout à fait. Du coup, grosse news. Au final, c'était plus ou moins les rumeurs qu'on avait entendues. Ouais, il y avait quelques détails dont on n'était pas. En tout cas, on s'attendait pas non plus à ce que ce soit aussi gros que ça. Donc, après, c'est vrai qu'il tease du Batman, donc notamment avec un tweet et tout, où il expliquait que parce qu'il y a quelques années, il avait pitché un crossover Daredevil Batman. Il y a pas longtemps, il a dit sur son Tumblr, bientôt vous pourrez lire Batman. Et du coup, si vous mettez mon run de Daredevil et celui de Batman ensemble, c'était un peu plus cryptique, la façon dont il disait, ça ferait mon crossover. Donc du coup, on pensait qu'il allait faire du Batman, ce qu'il peut intégrer dans Superman au final aussi. Oui, carrément. Est-ce qu'ils vont révéler l'identité de Batman, comme il a fait sur Daredevil? Je pense que pour Batman, c'est peut-être plus compliqué, parce qu'avec Tom King et Scott Snyder en ce moment... Après, il fait peut-être Superman cette année et Batman l'année suivante. Sachant que l'année prochaine, il y a 80 ans de Batman, du coup, en toute logique, ce serait pas impossible, et ça laisserait le temps de Tom King de continuer à faire ce qu'il fait, qui est déjà vachement bien en ce moment. Et pour Bendis, de toute façon, il a aussi annoncé quand même qu'il reprenait tout son Jinx World, donc tous ses travaux en Creator Own comme Power, Scarlet, qui vont être hébergés maintenant chez DC, c'est-à-dire qu'il y aura des rééditions, mais qu'aussi qu'il va pouvoir continuer certains de ses titres. Chez Vertigo, du coup? Non, chez DC, vraiment il y aura un marqué Jinx War, mais c'est quand même sous DC, tu vois. D'accord. Sachant qu'il pense aussi faire de nouveaux trucs. Et en plus de ça, il va aussi créer son propre imprint chez DC Comics, donc un peu de la même façon que Gerard Way a son imprint Young Animal. Le mec va être occupé. Ouais, donc il a les clés, quoi. Ouais, il a un peu, je pense, carte blanche quand même. Donc on va avoir... Il a Kate Blanchett. Il a quoi? Non, c'est ok, tu n'as pas cette référence. La carte Blanchett. D'accord. Kate Blanchett. Ok. Nice. Super. Après, pourquoi pas, franchement, en plus, sachant que le mec a fait un univers Ultimate, tu vois, créer son propre imprint, ça peut être aussi ça, c'est un peu même délire chez délire. DC, tu vois, il peut créer une genre de dynamique, c'est un peu con au final qu'il fasse ça, alors qu'il y a New Age of DC Heroes,
qui était limite parfait, tu vois, pour enfin, ils auraient pu le dire, bah vas-y, c'est ça le contrat, parce que là, ils auraient dû le remodeler parce que New Age of DC Heroes ouais. s'inscrit quand même dans la continuité naturelle. Tu vois, le New Age of DC Heroes, c'est plutôt une initiative dans le sens où par rapport aux personnes qui font les comics, mais pas forcément à ce qui se passe dedans, tu vois. Donc, puis c'est très lié à Metal et Snyder quand même. Ouais, enfin, on en reparlera après, mais dans le très lié, le name dropping, ça suffit pas à faire du très lié. Ouais. Mais bon, c'est Non, une ça autre a été histoire. annoncé comme tel. Ouais, non, mais on va refaire C'est dommage un foreshadowing de exactement, bah là, c'était incroyable. Ouais, c'est assez. On se croit, quoi. C'est le foreshadowing verse là, c'est. Bah du coup, dites-nous si vous êtes content que Bendis fasse Superman, mais après pour Batman, je pense qu'à long terme, on peut s'assurer qu'il en fera un, peut-être pas tout de suite, mais bon, quand t'as Maintenant Bendis qu'il est dans chez ton DC, écurie, je pense qu'ils vont ils vont profiter au maximum de l'avoir, quoi, parce que ça fait quand même des années qu'il est. Multifaceted deal, donc il va faire tout et n'importe quoi, je pense. Ouais. Mais, voilà. donc, On m'a dit d'ailleurs qu'il s'occuperait de la cantine de chez DC. Il fait d'excellentes omelettes, Brian. bah oui, bah de toute façon, il fait attention à sa ligne, clairement, parce qu'il veut pas qu'on mette de photos de quand il était un peu plus gros. Ouais, enfin maintenant, je sais pas si t'as vu, mais avec son infection au staff, de toute façon, il a bien perdu du poids, quoi. Il fait un peu fatigué du coup déjà. Il avait l'air très fatigué déjà. Et c'est vrai aussi, peut-être qu'il peut remettre de côté un peu le Scott Snyder et ses délires qui prend de plus en plus de pas sur l'univers d'ici. Alors ça, ça je pense que franchement, ce sera pas lui qui pourra. moi, je me demande je suis pas sûr, surtout qu'ils ont posté une photo ensemble, genre ouais, on va travailler ensemble, donc. Enfin, c'est quand même deux gros noms, et ce qui risque pas de se faire de l'ombre aussi. Surtout si Bendis veut travailler sur du Batman après. Après, par définition, Snyder, il sera sur Justice League, donc il s'en branle, tu vois. ouais, c'est vrai qu'il sera Snyder pas- fait de l'ombre à tout le monde par définition, donc ça arrivera sûrement par un moyen détourné. Et John dans son coin, il va se faire tuer. J'espère Ça va être la bataille d'ego débile comme ça. Ouais, j'espère qu'on va pas. Bah après, Bendis, c'est souvent pas nous qui casserons auteur quand avec il y a- beaucoup d'ego. Enfin, c'est il y a pas un un mec ego. qui se met en avant tout le temps, donc pour le coup, ce sera plutôt sain que lui soit chez DC. Et clairement, je pense qu'il est, enfin, en termes de qualité éditoriale, c'est quand même un putain d'ajout. Donc j'ai hâte de découvrir ses premiers titres. Non, on va pas dire que ça va être forcément bien, mais en tout cas, c'est super intriguant. Tout à fait. Nous allons passer à Sci Fantasy avec un week-end bien chargé, une semaine qui a commencé sur les chapeaux de roue puisque se tenait le Super Bowl dont JB était plutôt friand puisqu'il l'a regardé en direct. Mais nous, si on aime le Super Bowl, c'est pas pour voir des mecs se foncer dessus, c'est plutôt pour regarder les trailers entre chaque phase de jeu. Et du coup là, on a eu la dose. Je te laisse dérouler, mon cher Thibaut. Ouais, bah on va commencer par Solo qu'on va mettre de côté puisqu'on vient de faire. Enfin, on vient de faire, c'était hier à l'heure où on enregistre ce podcast, un WikiLeaks de 1h15 sur l'analyse du trailer de Solo A Star Wars Story, dans lequel Vincent est présent, faisant de ce podcast le premier avec Vincent avant le podcast. Et ça, c'est une petite fierté personnelle. Mais allez l'écouter et pas le voir, parce qu'on l'a fait à l'audio, c'est un WikiLeaks un peu urgence, mais je pense que du coup. Avec George Clooney, là. Excellente vanne, France 2 dimanche soir 20h50. Donc effectivement vous pouvez aller écouter ça si vous avez envie de nous entendre parler de Star Wars, et je sais que vous avez envie, donc allez-y. Un autre truc dont il fallait qu'on parle, c'est Westworld. C'est la première fois que HBO payait un spot au Super Bowl, donc devant Game of Thrones et toute la longue histoire des séries HBO, donc c'est vraiment une première. On sent qu'il pousse Westworld peut-être plus que ce que Westworld fait d'audience, même si ça a été plutôt un succès la première saison aux États-Unis. On sent qu'en fait ça s'adresse quand même à une certaine catégorie de spectateurs et qui est peut-être pas aussi vaste que Game of Thrones, mais il pousse le truc pour que ça devienne un phénomène, donc je trouve ça plutôt cool. Personnellement, c'est une série dont j'ai adoré la première saison, j'étais content de voir la saison 2. Il y a toujours Alex qui a pas vu la saison 1, me disait on dirait un petit peu une pub, et c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect-là en fait dans les trucs de Westworld où souvent les trucs sont à la limite du marketing viral, où tu as un peu l'impression que c'est une pub pour Westworld, parce que toujours cet aspect méta qu'au final tu vas dans un parc où tu vis des aventures et en même temps tu suis des aventures des gens qui composent le parc, à savoir des robots pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Donc je vous encourage vraiment à rattraper votre retard parce que ça arrive le 22 avril, donc c'est mine de rien assez proche. Tout à fait. Et le trailer était plutôt joli, et tout en étant relativement cryptique parce qu'on voit... On voit nos fameux amis robots prendre le pouvoir sur les autres, mais techniquement, j'ai dit les autres, mais c'est plutôt les invités en l'occurrence. Mais du coup, on ne voit pas non plus potentiellement tout ce que la saison 2 a à nous offrir, c'est-à-dire les nouveaux personnages, potentiellement de nouveaux parcs, parce que le principe de Westworld dans le film original de Michael Crichton, ce n'est pas un roman, c'est un film à la base. Je vois encore écrit le roman, mais non, il a écrit Jurassic Park, mais n'a pas écrit Westworld. Mais du coup, il y a plusieurs parcs, donc il pourrait en avoir aussi dans la saison 2, déjà plus ou moins
un secret de Polichinelle, mais du coup il y aura d'autres parcs, donc ça c'est cool. Et c'est cool qu'ils les gardent en réserve. Après, on sait que c'est une production Abrams, donc il faut garder les trucs en réserve. Et encore une fois, on y reviendra tout à l'heure. Foreshadowing, mais j'ai plutôt bien aimé le trailer. Vous m'arrêtez si vous avez un avis différent ou si vous voulez rajouter quelque chose. J'ai pas encore vu la saison 1. Donc tu as bien fait de ne pas forcément regarder, même si bon, si t'as pas vu la saison 1. Ouais, je me suis pas vraiment fait spoiler. Voilà, au final, je savais de quoi ça parlait. Limite, en plus c'est marrant parce que c'est le trailer le mieux monté, je trouve au final. Bon, il y en a un autre que je préfère, mais on en reparlera plus tard. Foreshadowing, mon gars, c'est la soirée du foreshadowing. Hashtag foreshadowing sur les réseaux sociaux. Et du coup, ouais, c'est vraiment le trailer que j'ai trouvé quand même le plus impressionnant parce qu'on dirait une pub et tout, mais t'as une vraie proposition artistique derrière. T'as des purs plans et tout. Comparé même au trailer de Solo et aux autres dont on va parler juste après, je trouve que Tu serais c'est... pas en train de dire que c'est génial parce que ça a l'air cool quand même. De quoi Ça, ils ont compris, c'est bon. Non, c'est un running gag sur un commentaire du podcast de la semaine dernière, je crois. Je passe à la suite, du coup. Ça a l'air cool. Hein Ok, non mais je veux des On explications. on t'expliquera. maintenant. On parlera. C'est Tu te frustrant. rappelles pas C'est moi qui ai dit ça? Non, c'était non. un commentaire qui disait ouais, ça suffit de dire ouais, c'est génial parce que ça a l'air cool. Heureusement que Alex remonte le niveau et du coup, oui, t'es c'est en train vrai. de dire ouais et tout, ça a l'air cool. Et ben du coup ça a l'air génial. En tout cas ça a l'air cool. Enfin, c'est génial parce que ça a l'air cool. Ça a l'air plutôt cool. Je pense que oui. Mais bref, du coup. On a eu aussi Cloverfield, The Cloverfield Paradox, donc anciennement God Particle, anciennement Cloverfield Station pendant 2 semaines. Donc le 3e opus de la saga qui s'écrit un petit peu de manière totalement déstructurée, mais c'est ce qui fait aussi son charme. En tout cas, c'est ce que j'argumenterai plus loin dans ce podcast. Hashtag foreshadowing. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper fort de montrer un trailer qui était hyper court et d'annoncer tout simplement qu'il serait disponible à la fin du match. Et partout dans le monde, c'est assez ouf, c'est que je me suis dit on va devoir attendre 9 heures pour le regarder en France. Sauf que moi j'ai été réveillé puisque je faisais des articles, donc j'ai été assez con pour regarder le film dans la foulée. Et oui. Et en tout cas, grosse OP de la part de Netflix. En même temps, on sait qu'ils ont les moyens de se payer ce genre de truc. Qualité du film, on en rediscutera, mais j'ai trouvé que le trailer en tout cas donnait vachement envie sur le moment. Alors après, il y a un petit phénomène qui peut être assez amusant à observer, c'est que vu qu'on a annoncé un Cloverfield et qu'il est tombé juste après, il y a pas mal de gens qui peuvent peut-être être embrigadés dans les faits, dans la hype à très court terme, et du coup consommer le film, le critiquer hyper rapidement, et on voit que les critiques ont été d'ailleurs particulièrement dures envers The Cloverfield Paradox. Donc je me demande s'il n'y a pas un effet un petit peu binge ou un petit peu un effet Netflix qui fait qu'on arrive dans cette culture. On en parlait la semaine dernière avec le débat, donc là c'est un flashback, c'est pas un foreshadowing, hashtag flashback, mais du coup sur la façon dont Netflix peut permettre de compenser les erreurs du cinéma ou ses désavantages, mais ça peut aussi amener la façon dont on observe une œuvre est super importante, influe forcément sur la façon dont on la juge. Et effectivement, voir une peinture dans un musée ou la voir sur son iPhone, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, consommer Cloverfield après 2 mois, ne serait-ce que 2 mois, comme c'était le cas pour 10 Cloverfield Lane, d'attente et une révélation surprise, ou le consommer immédiatement après le match quand tu es encore avec tes potes et sous l'effet de la bière et des chips. Je pense que c'est pas forcément le même jugement. Déjà, le fait que tu dises consommer et de regarder, moi ça m'interpelle en fait. Moi je trouve qu'on est là-dedans en fait, parce que tu vois, tu mates le trailer au Super Bowl entre 2 mi-temps, on te dit c'est disponible juste après le spot quoi. Alors là où je trouve ça assez classe de la part de Netflix, c'est que c'est vraiment disponible après le match pour tout le monde. Là où souvent il y a tous les Américains se greffent à ce truc-là parce que c'est un truc très américain, mais au final si t'es pas à l'heure américaine, t'es un peu couillonné, ou alors on va te dire ça sort en salle plus tard, ou il y a une chronologie des médias à respecter, etc. Mais bon, du coup, ça fait que le 3e Cloverfield, on ne verra jamais en salle en France, ce qui sera peut-être aussi le cas de Annihilation d'Alex Garland, puisque pour l'instant, sur les 2 qui ont été rachetés par Netflix, il y en a un qui a été diffusé sans problème en France. Donc je pense que c'est des deals qui sont faits en amont, et ça sera pareil pour le 4e. Alors s'il vous plaît, arrêtez les blagues sur le fait qu'il est déjà sur votre téléphone, car ça ne vous rend pas très original. Mais voilà, j'ai trouvé que le coup de com' était aussi peut-être plus intéressant que le film. Carrément, ouais. Mais après, j'ai pas trouvé le film inintéressant pour ma part, mais j'y reviendrai. Et je sais pas si j'en ai fait le tour des... Non, il manquait un dernier trailer. Celui de Jurassic World 2. C'est vrai qu'on a eu... devinez pourquoi je l'ai occulté de ma mémoire. Parce qu'il est nul. Oui. Alors, il est nul, mais je l'ai préféré au premier trailer. Il montre pas beaucoup plus de choses, si ce n'est qu'il tease un nouveau dinosaure génétiquement modifié.
Ce qui, moi, personnellement, C'est vachement génétiquement, original. pas modifié, mais même créé. Après, c'est pareil, c'est un truc, en fait, je comprends pas où va cette franchise. On parlait à l'époque du premier trailer de, en fait, ils vont sauver les animaux, mais c'est des animaux qui sont quelque part, pour citer notre ami du petit journal, contre nature, hein, parce qu'ils ont été créés par l'homme, tu vois. Et donc, c'est la nature, c'est la lave qui vient les tuer, tu vois. Quelque part, il y a un message qui est assez Jurassic Parkien, je trouve, là-dedans. Mais on va quand même aller les sauver. Et là, c'est un peu pareil, c'est de dire, au final, le nouveau chasseur, c'est le dinosaure créé par l'homme, mais le dinosaure assisté par l'homme, donc celui qu'on a recréé pour le parc, donc Blue, le raptor de Chris Pratt, lui, il est gentil, tu vois. Et je trouve que ça nous emmène dans un délire qui, pour moi, me gêne presque plus, et je suis désolé pour ceux que je vais choquer, mais me gêne beaucoup plus que des dinosaures avec des mitraillettes, ce qu'aurait dû être Jurassic Park à l'époque. Parce que, franchement, il y a une espèce de scène où Jurassic Park, putain, Jurassic Pratt dit à son dinosaure, attaque celui-là, et du coup, j'étais là, ouais, bah, c'est Crypto, quoi. Enfin, c'est son chien de compagnie, c'est son dinosaure de compagnie. Et je trouve ça, en termes de mythologie, je trouve que c'est quand même, il y a un truc qui sonne assez faux, même si dans le trailer, il y a une patte un peu plus horrifique qu'avait annoncé Juan Antonio Bayona, qui, du coup, je veux bien le croire, a un peu d'expérience dans ce domaine-là. Mais bon, si ça se résume à mettre juste un gros monstre avec des griffes devant le lit d'un enfant, enfin, tu vois, encore une fois, c'est très le monde perdu quand le raptor est dans la ville et qu'il arrive dans la petite chambre de la gamine et tout. En fait, pour moi, c'est la même chose et ça me fait peur. Du coup. Ouais, bah, pareillement. En plus, j'aime bien que Colin Trevorrow commence déjà à dire attendez les gars, c'est pas comme Jurassic Park, hein. je vous rassure, on n'est pas en train de faire la même chose, mais clairement, franchement, je suis même pas hypé par ce film. Il y a 2-3 plans où, mais c'est marrant parce qu'en plus, il y a 2-3 plans qui sont assez jolis, tu vois, mais c'est vraiment, quand tu te dis ah ouais, non, ça c'est quand même mortel, et tu te dis ah ouais, je suis en train de me hyper sur 2 secondes parce qu'on lève la caméra comme dans le premier Jurassic Park sur un brachiosaure ou un diplodocus, ou parce qu'il y a un effet cool, ça c'était dans le premier trailer où tu sais, tu crois que c'est un dinosaure en jouet parce qu'il est dans une étagère et d'un coup il bouge, tu vois. Ce genre de petits trucs où c'est effectivement des petits clins d'œil, peut-être un peu plus horrifiques, tu vois, dans la gestion des ombres et tout, qui est plutôt cool. Mais Fallen Kingdom, donc de son prénom, ça s'annonce quand même grandement osef. Et ce qui est assez marrant, c'est que Colin Trevorrow n'a pas réalisé ce film, mais il a fait du coup la pub Jeep que tu as traité en news. Avec, on préfère la retenir, on la retiendra plus que le trailer d'ailleurs. Ouais. Elle est beaucoup plus fun, allez la mater. C'est Jeff Goldblum qui fait un remake d'une scène du premier film dans une pub pour Jeep. Et il y a Jeff Goldblum et un T-Rex, donc c'est déjà ça vaut le coup. Et non, franchement, c'est plus fun que le trailer, quoi. Enfin, du coup, ça dure moins longtemps que le film Jurassic World Fallen Kingdom qui sortira en juin dans les salles. Donc, et qui aura la même chose, c'est-à-dire un tyrannosaure et Jeff Goldblum à un moment. Alors pas l'un sur l'autre, ce qui est quand même décevant, mais voilà. On tient un concept là. On verra ça un tyrannosaure cet été. Jeff Goldblum. Tout à fait, ça a l'air sympa, mais l'inverse peut être sympa aussi. Nous allons continuer avec les trailers et passer à 9ème-art.fr avec une première bande-annonce. Immense trailer du Super Bowl. Ouais, immense trailer du Super Bowl. Qui veut parler de Gaston Lagaffe ? Ne vous pressez pas, moi je peux en parler si vous voulez, parce que clairement vous n'êtes pas déter, mais moi moyennement. Alors Gaston Lagaffe, du coup, nouveau film de Pierre-François Martin Laval, dit PEF pour les intimes, cet humoriste que j'apprécie beaucoup finalement, puisque les Robin des Bois m'ont accompagné dans ma jeunesse et leur absurdité m'a fait grandir. Je perds donc des superlatifs. Mais du coup, là, après les profs, il est de retour et il va nous réaliser un petit Gaston Lagaffe. Que dire à part que cette bande-annonce, cette bande-annonce qui est juste un enchaînement de sketchs de bande dessinée Gaston Lagaffe, hein, finalement. Est-ce que sur le film peut-être en fait. Sur un film, c'est un peu gênant parce que déjà je vois pas trop quel est le principe du film. Je pense que je sais pas, c'est l'histoire, c'est Gaston qui arrive dans cette entreprise et qui doit être au département R&D ou je sais pas, ou qui va proposer. Non, il est stagiaire. Il est stagiaire. Ouais. C'est le film de la Startup Nation. C'est le stagiaire. Tu fais pas pareil que lui, du coup, s'il te plaît. Et du coup, il va juste proposer des idées pour améliorer le quotidien des employés, et qui va proposer plein de gadgets qui vont être pourris. En fait, le problème, c'est que c'est super fidèle sur certains trucs. Et en même temps, visuellement, le côté, tu sais, l'instrument, c'est plutôt beau visuellement en plus. Hein. Ouais, ça va, c'est pas encore trop si dégueulasse, mais moi je trouve qu'il y a une espèce de dissonance qui se crée entre le fait que c'est super fidèle, mais t'as quand même juste un mec avec un pull vert et des Converse rouges et Alison Wheeler qui fait, tu vois, c'est que j'adore par ailleurs, tu vois, qui me fait vraiment beaucoup trop rire, mais tu vois, là j'ai l'impression, je dis, en fait, faites votre Gaston Lagaffe, limite de youtubeur, si ça marche en fait, faites pas juste une espèce de truc en mode regardez, on est hyper fidèle.
Mais en même temps, tu vois, moi j'ai pas rigolé une seule fois dans la bande-annonce, quoi, parce que les gags, tu les as déjà vus si tu connais Gaston, et en l'occurrence, je me les suis tous farcis, donc je les connais. Alors, est-ce que ça aurait pas été mieux d'avoir limite une web-série YouTube sur YouTube Ouais, je sais pas, effectivement. Une réinvention, ou alors une réinvention complète, tu vois, où c'est Gaston. Enfin, parce que le Manfin qui est lâché un moment comme un espèce de truc fanservice, c'est gênant, quoi. C'est Surtout genre. qu'il se rend bien compte que personne dit ça, donc lui-même en le disant, tu vois, il est là genre Manfin. Ouais, ça passe, je suis obligé de dire ça. Il est un peu comme Han Solo à la fin de son trailer, quoi. Il hésite. Mais ouais, du coup, de toute façon, on est toujours sur cette lancée d'adaptation de bande dessinée en France. Même autant sur les ça a profs, du mal à prendre. Autant sur les profs, genre, je trouve qu'il y a entre guillemets, j'ai pas vu les films, mais genre, je peux comprendre d'où ils viennent par rapport au succès de la BD et au fait que en France on tape sur les profs, il y a plein de clichetons et tout. Vas-y, fais une comédie là-dessus. Les personnages, ils ont pas tellement d'histoire. Sur Gaston Lagaffe, c'est un mec, déjà il a une énorme patate à la place du nez, il est tout rond. Enfin, tu n'imagines pas vraiment transmis en live action, quoi. Les profs t'en fous un peu, tu vois. Genre un prof, c'est un prof de PS macho, il y en a à tous les coins de rue. Enfin, désolé pour nos amis profs de PS qui nous regardent, mais voilà, c'est pas qui ne sont pas machos d'ailleurs. Si vous êtes macho, pas. Il y a des machos dans tous les corps de métier, donc tu peux le dire. Pour accessoirement. Mais c'est pas du tout la réflexion que j'avais à la base, mais c'est juste que. Non, mais il y a toujours un macho. Je sais pas, Gaston Lagaffe en film, c'est genre pourquoi, tu vois, genre vraiment quel est vraiment l'intérêt, je sais pas. Mais intérêt limité, hein, clairement. Moi, je suis peu hypé. Limité parce que ça fait des enfants. Si tu regardes les profs, ça a bien marché. Intérêt ça limité. Fait des entrées artistiquement parlant. Les profs, j'ai l'impression, enfin, on m'arrête si je me trompe, mais les profs, ça a marché parce qu'il y avait Kev Adams qui est une putain d'idole pour les jeunes actuellement. Ça n'a pas marché parce que ça n'a pas marché par l'attrait de les profs en tant que BD, tu vois. Les gens sont venus parce qu'il y avait Kev Adams, c'est pas parce que c'était adapté de la BD de les profs, tu vois. Ouais, c'est vrai que Kev Adams, c'est en plus bien. Sinon, ils auraient fait les gendarmes, les pompiers, les rugbymen. De toute façon, là, ils sont en train ils font quoi? Il y a le petit Spirou qui arrive aussi. Enfin, ils sont en train de faire plein d'adaptations. Il est sorti le petit Spirou, non? Il est sorti le petit Spirou. Il est sorti. Spirou et Fantasio. Ah non, Spirou et Fantasio, pardon, qui est. Enfin, ils se lancent d'adaptation de BD et je pense. Tu vois, pareil, Spirou et Fantasio, il y a un délire peut-être à faire, tu vois. Je dis pas. Tu vois, c'est comme Astérix, il y a un potentiel de spectacle, de marade qui est pas mal. Mais Gaston, c'est des sketchs en fait. Enfin, tu vois, du coup, c'est un film à sketch aujourd'hui, en 2018. Surtout quelle sera la morale du film, que être stagiaire, c'est bien. Oui. C'est la Startup Nation. C'est bien de tu es pas payé. Et puis en plus, JB a une excellente théorie là-dessus, sur le fait que les comédies françaises sont liées à sont des réponses. Enfin, il peut pas m'arrêter du coup. Il est là derrière la caméra, mais du coup, sont des réponses à la politique française. Donc, on est passé du hollandisme au macronisme. Donc, forcément, on est dans une start-up avec Gaston, parce que c'est le personnage. Stagiaire, /flemmard, génération X, millennials, tout Ah, c'est les fainéants. Voilà, c'est fainéants. Ces gens, il faut les mettre au boulot, ok. Bon, d'ailleurs, arrête de regarder ce podcast. Va bosser. Sorti en avril dans les salles obscures. Qui s'en fout? Ah, mais non, on devrait y aller. Hein. Bah, de toute façon, il y a quoi d'autre en avril? Il n'y a rien en avril, si? T'es ouf, il y a. Ah non. Non, il y a juste un truc qui s'appelle Infinity War, c'est un petit film. Non, c'est. Quoi, mais non, c'est ah oui, c'est le 20 ah oui, en France, on est en avril. Mais oui, effectivement, aux États-Unis aussi. Mais petit truc, ça en mai. Mais je pense que par contre, Gaston va faire plus d'entrées. Oui, c'est bien possible. Nous allons passer à la première chronique. Ah là là, la chronique. Et Denis, qu'est-ce que c'est? La chronique, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas l'expliquer, mais je vais te laisser la parole, Arnaud Kikou, puisque tu voulais nous faire un petit tour d'horizon de manga d'horreur, puisque encore une fois, on est dans le sang, dans la violence, dans tous ces trucs qui te passionnent et qui sont dégueulasses. Oui, mais du coup, tu voulais nous parler de petits mangas que tu as lus, qui ont pour thème commun l'horreur. Exactement, parce que c'est vrai que dans ma chronique sur l'horreur, je vous parle beaucoup de films, mais à la base, ma chronique était juste de brasser l'horreur dans ce qui se fait dans tous les médiums, dans tous les supports. Et donc, vu qu'on a reçu quelques petits mangas d'horreur en ce début d'année, j'avais envie d'y jeter un coup d'œil parce que des mangas d'horreur, moi j'en avais lu quelques-uns effectivement. Il y a Spiral qui m'a toujours marqué par son approche de l'horreur à la japonaise et très dans les motifs, justement, dans la répétition de ce motif que je trouvais assez ouf. Et là, du coup, de quoi on va parler? On va parler de Infection et de Monkey Pix, donc c'est deux séries qui viennent de débuter, et on va essayer de trouver un angle un peu pour en parler, parce que j'ai trouvé ça plutôt rigolo à certains aspects, mais pas forcément bien. Alors Infection, c'est un peu du manga de zombies assez classique, où des élèves qui sont en train ils sont coincés dans un gymnase, ils les enferment tous les deux pour qu'ils se fassent des bisous parce qu'ils n'osent pas lui parler, sauf qu'en fait c'est pas la bonne meuf, et quand ils réussissent à sortir
de ce KGB, on va dire, et ben tout le lycée il est infesté. Alors, C'est passé d'un gymnase à un KGB. ouais, pardon, non, mais en fait, c'est juste à côté du terrain de sport, donc je sais pas, un vestiaire peut-être, Ouais. je sais pas. Quel gymnase. Là où tu ranges, Un KGB. là où tu ranges les ballons. Et du coup, il y a justement, donc du coup, ça devient un peu le truc de zombie un peu classique. Sauf que les zombies, en fait, comme vous le voyez un peu sur la couverture que JB vous mettra certainement en défilé, tu vois qu'ils ont les yeux et la bouche plein d'asticots. Et donc je t'avoue que la première fois quand tu vois, tu fais waouh, putain, c'est un peu hardcore comme design. Après, c'est plus classique où ça bouffe des chairs. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce. Ça bouffe quoi? Ça bouffe des chairs. Oui, mais bon, t'as glissé un peu. Continue. Je crois qu'on est trois à avoir entendu autre chose, mais enchaîne. J'ai presque entendu autre chose. Bah justement, ça permet de faire une transition parce que Effectivement. c'est un manga qui est aussi un peu cochon, Avec des asticots, donc. avec des asticots. Alors, Des chairs. Alors ça m'a un peu interpellé parce que dans mon amour du mauvais goût et du truc un peu trashos, notamment dans les films que je regarde, Qu'il a kiffé. disons qu'il y a des séries B comme ça justement qui mêlent un peu l'horreur avec une certaine forme d'érotisme, et du coup en général ça me dérange pas trop non plus, même si j'arrive à reconnaître quand c'est un petit peu gratuit. Mais là t'as un niveau de gratuité qui est assez particulier. Donc, Japonais en fait. je vous fais c'est très japonais du coup et assez bizarre parce que du coup il y a cette héroïne qu'il rencontre et qui du coup est attaquée par des zombies alors qu'elle est en train de faire pipi dans les toilettes, et du coup elle perd sa jupe et après elle se balade les 3/4 du tome en culotte. Et quand elle rejoint d'autres personnages et qui lui disent bon bah va te rhabiller, ils lui donnent un survêt. Et là du coup elle fait non mais jamais je pourrais me compromettre et tout devant la mode, et du coup elle veut rester en culotte. Et le truc c'est que C'est vrai que c'est un réflexe souvent. Ouais, non, les gens, mais ils c'est veulent pas se vraiment ouf. Et compromettre surtout dans la que mode. quand elle le fait, t'as des plans, le mec, le mangaka, tu vois, bon, il aime bien dessiner les petites minettes, tu vois, mais dans des postures, franchement, c'est chaud, tu vois. Autant j'aime bien, je trouve que, voilà, enfin, ça me dérange pas, mais tu fais pourquoi il fait ça? Surtout que parfois il choisit des angles, genre elle saute par la fenêtre pour être rattrapée en culot, donc forcément, t'as gros plan 20 sur les fesses, machin. T'as aussi des scènes où t'as une nana qui se fait attraper par un groupe d'infectés, bah forcément. Ça ressemble à un simulacre de viol, c'est super gênant ce qui lui déchire les vêtements, tu vois. Et voilà, c'était vraiment très très particulier. Le problème, c'est que tu avais dit que c'était pas terrible, mais là, il y a plein de gens qui l'ont direct acheté sur Amazon. Ah bah après, si vous aimez un peu le côté un petit peu voyeur, non mais c'est une sorte de perversion qui se manie bien avec le genre horrifique et que tu vois un peu chez les Ça Japonais. se limite pas au manga d'ailleurs, de toute façon. Oui, ça se limite pas du tout au manga, mais c'est vrai que c'est vraiment particulier, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez la caméra, mais ce genre de plan, tu vois, c'est juste ultra gratuit et c'est débile, quoi. Mais bon, why not, hein, voilà, donc Infection, si vous aimez. Vincent a l'air Ouais, curieux. c'est un tome 1, c'est une série sur le Ah long oui, terme. c'est une c'est un série, manga, par contre, donc, franchement, c'est le genre de série, je trouve que de toute façon, tu perds énormément de temps dans les dialogues, parfois, parce que c'est... Mais c'est le découpage, quoi. T'es là pour le fanservice, Nous, pas pour les tu sais dialogues. que c'est de l'horreur, c'est ça? Ben, c'est un peu ça, et du coup quand ils parlent de leur bail, genre sur qui est populaire dans le lycée, ouais t'es un bon gars et tout ça, c'est un peu bizarre. Mais après c'est toujours dans le genre horrifique où justement l'horreur c'est qu'un prétexte pour en fait parler des humains en fait, notamment dans le genre d'invasion zombie, sauf que là je trouve pas les personnages forcément hyper intéressants et que ça parle beaucoup, mais après c'est peut-être dans les mangas aussi, je pense Moi, au je format pense de publication, tu vois, vu que c'est au format chapitre par chapitre, parfois un rythme très soutenu, faut combler avec des interactions, sauf que les personnages là sont pas ultra intéressants, et c'est un peu la même chose qu'on retrouvera dans Monkey Peak, qui a un pitch un peu plus particulier. Donc là on est dans un autre genre, c'est clairement le film de monstres plutôt, puisque c'est une boîte, une start-up on va dire, allez, qui part en week-end, un week-end d'entreprise dans la montagne. Du coup ils se sont dit on va escalader une montagne réputée pour être dangereuse où il y a des dangers mortels, mais bon c'est pas grave, pourquoi pas, ça Excellent renforce séminaire. la cohésion de groupe et tout. Sauf que le risque, forcément c'est de perdre Jean-Pierre de la compta, quoi. C'est comme ça que t'élimines les fainéants après. c'est un peu comme ça, même si je suis pas sûr qu'ils ont Macron au Japon, mais bon, pourquoi pas. Ils ont pire. Ils ont pire, c'est vrai, par rapport au travail. Non, mais du coup, je pense que c'est clairement des œuvres aussi qui s'abordent, forcément, qui doivent avoir une autre résonance sur le plan culturel là-bas. Et ils vont être confrontés à un singe tueur avec une grosse machette. Je soupçonne que c'est un mec qui est déguisé, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Et du coup, ils sont 60 au début, puis il y en a 30 qui meurent d'un coup, parce que le mec est un putain de malade, quoi. Non, c'est assez ouf, parce que là, du coup, Ça dure 2 tomes. franchement, je sais pas combien de temps ça va durer, mais je suppose que ça peut pas durer longtemps, puisque effectivement, t'as déjà les 3/4 qui sont morts à la fin du premier, quoi. Mais c'est plutôt marrant dans un genre d'horreur aussi qui est différent, où c'est plutôt du survivalisme avec justement ce creature freak un peu, où t'as vraiment ce monstre ce singe maudit qui est assez impressionnant.
réservé un public averti comme l'autre. Et enfin ça m'a moins gêné que le premier tome. Donc je pense que c'est plutôt rigolo aussi de voir les interactions, parce que là du coup c'est plus dans une entreprise, malgré le fait que t'es censé tous bosser ensemble, bah forcément t'as des putains de dissensions qui se créent entre les gens, t'as des anecdotes du passé qui remontent, et le tout donc t'as une certaine tension. Et par contre là ce qui m'a vraiment gêné dans l'écriture, c'est que les mecs sont encore plus débiles que dans les films d'horreur, où souvent les personnages sont écrits de façon assez naze, et là c'est genre... on est poursuivi par un monstre, est-ce qu'on retourne direct à nos bagnoles? Non, en fait, c'est de la fuite en avant, mais qu'est-ce qu'il y a en avant? Bah, t'as une falaise où tout le monde va mourir parce qu'ils vont faire des pas de côté, et ça s'enchaîne comme ça. Ou même le mec est pas super subtil, parce que pendant genre 200 pages, ils font leur truc, tu vois, puis d'un coup, en fait, ils viennent se rendre compte qu'ils ont plus beaucoup d'eau, et du coup, bah, ils passent 20 pages à boire de l'eau, et après, ils vont dire, ah, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a plus beaucoup d'eau, et tu fais, bon, les gars, enfin, je sais pas, tu gères pas assez bien les différentes problématiques qui se posent, mais ça n'en reste pas... un certain divertissement. Il faut dire que les films d'horreur aussi, en général, il n'y a pas forcément les plus grandes œuvres dans l'aspect pop culturel qui s'en dégage. Donc Monkey Peak, si ça vous intéresse, je vous conseille plutôt ça qu'Infection, qui est quand même un peu trop série Z pour être apprécié comme ça. Mais bon, à la limite, en occasion, ça peut se découvrir. Donc voilà, j'espère par contre qu'il y aura un peu plus de fraîcheur dans le manga d'horreur ces prochains temps, parce que c'était pas non plus la grosse marade. Très bien. Peu Bah, merci pour cette virée dans l'horreur. J'ai eu très peur, clairement. Bah, moi, j'ai des séquelles. Et du coup, on va passer... J'ai la chair de poule. Ah ouais. Bien joué. On va passer aux sorties de la semaine. Yes. Et je vais donner la parole à notre cher Vincent. Tu vas commencer avec Mon Traître. Ah, mon traître. Allez, oui, je t'ai mis un petit suspense. J'adore faire ça. Un petit Qui est suspense. sorti chez Rutzer. Dis-nous de quoi ça parle, comment c'est, et tutti quanti. Alors, spoiler, c'est bien. On va commencer par ça direct. Donc, c'est sorti le mois dernier. Et je suis tombé dessus un peu par hasard, donc je l'avais pas lu. Enfin, on m'a dit c'est bien. Donc, je me suis dit, bah, je vais me laisser tenter. Allez. L'introduction. Je vais me laisser tenter. Et en fait, c'est cool et c'est Ouais. bon. ouais, non, en fait, c'était vraiment marquant. Et bon, je vais vous dire pourquoi c'est bien, parce que c'est pas bien, parce que c'est cool. Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie, qui a inspiré un roman, qui a inspiré une bande dessinée. Donc, sacrée histoire. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que ça transcende un peu le côté adaptation, et vraiment l'auteur s'approprie le roman pour en faire une œuvre à part. Il y a un très beau travail sur la mise en scène, les dessins. C'est hyper juste en fait. C'est peut-être ça la plus grosse qualité du livre, c'est que c'est hyper juste dans les dialogues, dans ce que ça raconte. Alors j'ai écrit une critique écrite qui sera publiée normalement dans la semaine, donc vous verrez plus en détail pourquoi c'est vraiment très très bien. Et en fait, c'est immersif en fait, c'est-à-dire on nous raconte l'histoire d'un jeune Français, c'est un jeune Parisien qui est luthier, donc qui fabrique des luttes, enfin des instruments de musique. Voilà. De musique. Et il voyage en Irlande. En Irlande, il fait la rencontre de plusieurs personnes, donc des personnages très attachants. Et vraiment, on apprend vraiment à s'attacher à eux, à vivre avec eux. Enfin, quand ils sont ensemble, quand ils mangent, c'est ça aussi qui est vraiment très immersif. Et même quand ils boivent de la Guinness, parce qu'ils boivent beaucoup de Guinness. Pas forcément. C'est en Irlande. Et en fait, Bonjour Corentin. Et il va rencontrer Tyrone Khan, je sais pas vraiment comment on le dit, qui est un type quoi. Ouais, c'est un révolutionnaire qui fait partie de l'IRA, donc qui est très engagé dans la résistance contre l'envahisseur britannique. Et en fait, donc Antoine, le personnage principal, je n'ai pas dit son prénom, il va être en admiration devant cet homme et il va tout faire. En fait, il veut devenir irlandais et rejoindre l'IRA. Et donc en fait, ça montre toute leur relation. Et c'est vraiment de l'admiration. On nous idolâtre ce Tyrone qui est vraiment un héros. Et en fait, on apprend que c'est un traître, qu'il a trahi l'IRA depuis des années en fait. Et donc du coup, c'est ça aussi le sel du livre, c'est de se dire, mais est-ce que tout ce qu'on a vécu, c'était vrai? Est-ce que cette amitié a vraiment existé? C'est aussi une réflexion sur la trahison. Quand on trahit, qu'est-ce qu'on trahit? Est-ce qu'on se trahit soi-même? Ses amis, son pays? Enfin, donc ça invite pas mal à la réflexion et c'est vraiment, ça joue vraiment sur les émotions, ce qu'on ressent. Et c'est vrai qu'on se sent tout autant trahi en fait que par ce Tyrone que l'est le personnage principal et les autres. Okay. Et donc c'est vraiment très intéressant, même sur le contexte historique, sur le conflit en Irlande. Même ça manque peut-être de contextualisation, j'ai dû faire quelques recherches, mais on peut s'en sortir sans. Et je vous conseille vraiment cette œuvre, lisez-la, c'était vraiment très bien. Qui est l'auteur C'est vrai que je n'ai pas dit l'auteur. Alors c'est écrit et dessiné par Pierre Allary. Ok, très bien. Donc je ne connaissais pas, mais je vais essayer de m'intéresser à ce qu'il fait.
Parce que si c'est d'aussi bonne qualité, ça mérite le coup d'œil. Bien, merci Vincent. Nous allons rester chez Rue de Sèvres et je vais te redonner la parole, Arnaud Kikou, puisque tu vas nous parler de Terre gâtée. Yes. Qu'est-ce que Terre gâtée? Qu'est-ce que cela? Quelle est D'accord. cette bande Je dessinée? voudrais d'ailleurs souligner que moi, tu ne m'as pas demandé qui étaient les auteurs de ces magnifiques mangas avant, mais Effectivement, bon, c'est pas grave. c'est vrai. Tant pis. Bah, On va plutôt parler de Targaté du coup. Ouais, sur une autre Premier terre, tome. je te le demande. Premier tome qui s'appelle Ange le migrant. C'est écrit par Marguerite Abouet. Ouais, j'avoue. C'est ce petit temps de pause magnifique. Ouais, tu vois. ouais, Donc c'est écrit par Marguerite Abouet et c'est dessiné par Charlie Bellotto et Christian Demeter. Et qu'est-ce que c'est? C'est un western, mais c'est un western un petit peu particulier puisqu'il se situe en Afrique, dans une Afrique un petit peu imaginée, mais une Afrique quand même assez actuelle. Et donc on va suivre, en fait, ça mêle à la fois un peu de l'aventure, justement tel que le western là, où en fait tu as des problématiques aussi qui sont sociétales et très actuelles, puisque ça parle déjà de le titre, ça parle de migration forcément, parce qu'il y a en fait des gens qui sont émigrés, qui vont dans le désert, qui sont appelés les migrants, et qui sont des parias. Et donc il va y avoir toute une problématique par rapport au fait du vivre ensemble aussi, par rapport à ceux qui sont bien chez eux et ceux qui viennent d'ailleurs. Donc malgré le comment on appelle ça? Un bandeau. Le bandeau, verbatim, le verbatim, pardon. voilà, merci, qui est un petit peu démago, parce que les artistes sont les témoins de notre temps. Oui, bon, bref, on n'avait pas besoin que tu nous le dises, très cher Alain Mabankou, mais bon, ça reste vrai. Alors, Ça- tu déconnes. Ça reste vrai, mais je trouve que bien du coup, le récit de Marguerite Abouet est assez sympathique. Par contre, petit bémol, c'est juste qu'on a un petit peu du mal à voir où est-ce qu'elle veut aller dans son histoire. C'est-à-dire que les éléments de l'intrigue que j'ai pas envie de révéler pour vous laisser la surprise mettent un petit peu de temps à se mettre en place. Par contre, le mélange un peu vraiment d'avoir les codes du western tout en s'impliquant dans un pays africain où on n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre, parce que d'habitude c'est plutôt justement le west américain. Je trouve que ça donne un travail vraiment intéressant, surtout qu'au niveau artistique, du coup, il y a un joli travail qui est fait, donc j'espère aussi que la JB pourra mettre quelques exemples des plans. J'ai vraiment du mal à articuler aujourd'hui, je m'en excuse, où justement c'est un décor qui joue du coup sur l'origine géographique de la chose pour reprendre des éléments visuels qui sont assez intéressants et un travail des couleurs que je trouve assez bien fait. Le dessin n'est pas super fin forcément, mais ça participe aussi d'une certaine personnalité. Donc j'ai pas eu le temps de vous en faire une critique écrite comme ce bon Vincent le propose pour mon traître, mais je pense que je lui aurais mis facilement un bon 7, tu vois, un 7 mention encouragement. Donc si ça vous intéresse, franchement, c'est assez dépaysant et du coup, lisez-le. Très bien. Alors juste du coup, parce que du coup j'ai pas dit la note pour mon traître, mais du coup Tu peux faudra lire obliger, ma mais critique tu peux- pour la voir. Voilà, exactement. Oh. Tu peux laisser le suspense. Tu vois, c'est teasing, foreshadowing. Je vais te redonner la parole d'ailleurs, Vincent, puisque tu vas nous parler de Kill or Be Killed, dont on n'avait pas parlé. Il est sorti il y a 2 semaines, je On pense. en parle mais- toutes les semaines. Enfin, je vais en reparler parce que j'ai Hein déjà fait une Je dis, critique. on n'en parle pas toutes les semaines, c'est pas comme si. On en parle tous Non, les mais mois. bon, quand là, ça il sort. vient d'arriver en français, donc clairement, il faut qu'on en reparle, puisque... Alors j'en ai déjà parlé en coup de cœur et j'en ai fait une critique écrite, Effectivement. mais je vais vous dire encore que c'est très bien, lisez-le. Donc, Parce que c'est bien, parce que c'est cool. Oui, mais pas que. Ah, Parce qu'il y a plus. des Et, fois, c'est moins... et je vais remonter le niveau de ce podcast du coup. S'il te plaît. S'il te plaît. Please Alors, do. donc, comme je l'ai dit, je connaissais pas du tout. Enfin, si je connaissais Ed Brubaker, mais je l'avais jamais vu en duo avec Sean Phillips et j'en ai souvent entendu parler. Et donc du coup, on m'a mis ça entre les mains et on m'a dit c'est bien, lis-le. Donc j'ai lu. Et Ça commence un peu comme l'histoire de mon traître. Il y a quelqu'un qui te l'a mis entre Ouais, entre mais les mains. on et me tu met l'as tout lu. dans les mains de toute façon. Ouais. Ouais, c'est- Ouf. waouh. Faut pas dire ça. On va dire ça à Kikou. Hein. Surtout que t'es stagiaire. Le rapport de stage va être salé. Et Reprends le contrôle. Killer Be Killed. Ed Brubaker, Sean Phillips. alors, il faut savoir, en fait, c'est une histoire qui vaut surtout plus par ses personnages que par l'histoire en elle-même. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on commence avec un pitch. Donc, le pitch, c'est que le personnage principal, Dylan, veut se suicider et il rate. C'est un peu con, ouais. Mais en fait, il a pas raté parce qu'il y a un démon qui l'a sauvé. Ou pas. A-t-il raté ou n'a-t-il pas raté? Exact. Et mais c'est tout l'enjeu, si tu veux. C'est tout l'enjeu de la chose. Et en fait, ce démon vient le voir et lui dit eh bah, écoute, moi je t'ai sauvé, mais du coup, en échange, chaque mois, tu devras tuer une personne. Mais c'est une personne, donc un criminel, enfin quelqu'un qui a commis des méfaits. Et au début, il n'y croit pas, Dylan. Il se dit non, mais c'est bon, c'est dans ma tête, je me suis imaginé un démon. Et en fait, à la fin du mois, il se sent pas bien. Et vraiment pas bien. Et il se dit, un enchaînement d'actions vont le pousser à se dire bon, bah, faut que je tue quelqu'un. Et il va effectivement tuer quelqu'un. Et donc ça va lancer comme ça aussi une réflexion sur la justice, le fait de faire justice soi-même, qui mérite de mourir ou pas.
Mais en fait, il va aussi, donc ça, un côté très thriller, etc., en plus du côté horreur développé par le démon. Et on va aller encore plus loin parce qu'en fait, on va se demander si le démon, en fait, il n'est pas dans sa tête et si c'est pas une sorte de maladie psychosomatique qu'il a, en fait, quand il va pas bien, en fait, et que c'est juste un moyen de sortir de cette, comment dire, de cette apathie dans laquelle il est dans la société, de rien faire. Enfin, il le dit dès le début, les gens ne font rien, sont fainéants. Et du coup, il va essayer de bouger les choses. Donc c'est vraiment la définition littérale du fantastique. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ce qui se passe? Mais comme je disais, ce qui vaut vraiment, c'est les relations entre les personnages. Donc il y a Dylan, mais il y a sa meilleure amie, avec qui il y a une sorte de love interest. Je ne vais pas tout spoiler ce qui se passe, mais c'est vraiment des personnages hyper complexes, hyper intéressants, qui construisent le récit au fur et à mesure, et qui amènent d'autres thématiques au final, comme la famille ou même le déterminisme, qui est un thème assez, qui va devenir assez omniprésent dans l'histoire, et notamment sur la fin. Mais je ne vais pas vous spoiler. Et je pense que c'est une histoire qui, sur le long terme, va être encore plus intéressante à suivre, et le cliffhanger final laisse présager des choses intéressantes. Tout à fait, j'aurais pas dit mieux moi-même, donc Killer Be Killed, on vous en parle souvent, puisque notamment, c'est très bien, effectivement, puisque je le lis en VO, et en VO c'est toujours aussi bien. Donc, si vous n'avez pas encore lu la VO, sautez sur la VF, surtout que l'édition de Delcourt est assez carrée, parce qu'il y a combien, 6 ou 7 numéros? 4. Ah, ok, non, nickel. 5. Non, 4 c'est marqué à la fin, j'ai vérifié tout à l'heure. Ok, du coup il y en a 4, c'est quand même efficace, mais c'est des gros numéros, c'est pas les numéros classiques. Il doit y avoir des bonus à la fin, non? Non, mais je crois que c'est parce que Ed Brubaker écrit pas sur du 24 et il me semble que le premier il est oversize. Effectivement, de toute façon c'est toujours dense, c'est toujours Brubaker et Sean Phillips, c'est toujours de la qualité. Merci du coup pour la précision, on vous avait parlé de... Pour te couper, le fait qu'il y aura une interview de Sean Phillips très très bientôt sur Comics Blog, puisqu'on l'a interviewé lors de son passage à Angoulême. Et j'en profite pour dire que Ed Brubaker est l'un des scénaristes de Westworld, série dont je parlais tout à l'heure, Flashback, hashtag. Et j'en profite pour reprendre la parole, merci. Et pour dire qu'il y a une critique sur 9e art. Tu n'as pas dit j'en profite avant. Du coup, tu fermes ta gueule, on passe à la suite. Arnaud Kikou, on va jongler entre vous, désolé mon petit Thibaut, mais je garde, on va se faire un petit terrain groupé pour la fin. Tu vas nous parler de Wolverine, la chasse est ouverte. Exactement. La chasse est-elle ouverte? Elle est ouverte. Et maintenant, j'ai même vu d'ailleurs qu'on pouvait chasser le sanglier à la grenade de chez Tim. Et ça tombe bien puisque c'est le pitch. Voilà, on fait tomber des BD en direct. C'est vraiment une catastrophe cette émission-là, tout tombe en ruine. Exactement. Alors parlez-nous le coup du sanglier à la grenade, ça tu m'étonnes. J'ai un peu halluciné quand j'ai vu ça. Mais bon, en fait, non, je voulais juste parler, donc c'est sorti le mois dernier, Wolverine, la chasse est ouverte. En fait, ça comprend les 13 numéros de la série Wolverine qui avait été lancée avec Marvel Now, donc qui était un des relaunchs qui avait suivi d'ici sur la période New 52, et dans lequel Wolverine est face à un ennemi un petit peu invisible, justement qui prend possession de personnes qui commencent à avoir des actes un petit peu très brutaux et qui va se lancer à leur poursuite. Et ça se développe du coup sur 13 numéros avec comme point d'orgue le fait que Wolverine va perdre son pouvoir régénérant. Donc je n'en dis pas plus. Et du coup, ça aurait pu faire l'objet d'une chronique Arnaud découvre Wolverine, tu vois, par exemple. Même si que Logan est passé depuis une année, je suis un petit peu en retard. Mais j'avais envie de découvrir ce récit, du coup, qui est plutôt moderne, et qui est par contre pas très très facile d'accès, parce que justement... Je pense que c'était à cette époque-là, vous m'arrêtez si je dis une bêtise du coup, mais j'essaie un peu de resituer que Wolverine c'est une tête d'affiche de Marvel. Et que du coup, il y a énormément d'autres personnages qui interagissent avec. Donc, il y a par exemple Black Panther notamment, Tornade. Donc ça, c'est bien parce que je suis en train de préparer du Black Panther en ce moment, donc il n'y a pas de problème. Il y a aussi beaucoup d'autres X-Men, d'autres ennemis de la main. Il y a Cybertooth qui arrive dans le sabre, du coup. Également, donc c'est assez riche, c'est un récit qui est assez riche, qui est parfois un petit peu confus, mais qui laisse augurer d'une direction assez intéressante et quand on connaît un peu l'historique de Wolverine sur l'après, c'est ce qui allait amener à la Death of Wolverine. Et donc ça forcément, ça fait un lien avec son retour prochain, du coup, chez Marvel Comics avec Legacy. Donc là, c'est un format aussi particulier, parce que c'est le Marvel Deluxe, donc c'est une réédition. Est-ce que j'ai quand même pas mal apprécié ce format, justement, parce que il est plus grand, il est oversize, du coup, ça laisse apprécier vraiment le dessin qui est donc fait par Alan Davis pas en priorité, en majorité, merci de m'avoir trouvé ce mot. Ça c'est Arnaud, c'est le Arnaud Kiki à mon visage. C'est fou, et du coup qui permet vraiment donc c'est un style mainstream et assez carré, mais du coup Alan Davis il a quand même un trait qui se laisse vraiment apprécier, une façon de mettre en scène ces trucs, donc c'est bourré d'action. Vas-y, je te laisse. Attention, ne fais pas tomber le bouquin cette fois, s'il te plaît.
Voilà, donc ça vient de sortir chez Panini. Je trouve l'édition plutôt agréable à lire, même si le récit, c'est pas forcément la chose la plus simple quand on veut aborder Wolverine. Donc comme moi, mais j'avais envie d'en parler un petit peu parce que c'était une lecture assez sympathique. Très bien, merci. De toute façon, Logan, ça fait toujours plaisir. On aime quand il sort ses grosses griffes. Ouais, surtout que c'est quand même bien violent par moments et j'aime bien la violence. Effectivement, on va passer à moi-même et je fais un petit mouvement comme ceci pour attraper ceci. Donc chez Urban Comics, Superman Rebirth Volume 2. Comment il s'appelle celui-là? Au nom du père. Et oui, un titre pas anodin puisque dans ce tome, en fait, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on peut un peu le résumer comme un genre de Super Sons Origins où en fait on avait du coup dès le tome 1 en fait c'est la série de Tomasi, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui était mis en avant, c'était la relation entre Clark et du coup John, donc son fils. Et là, on continue sur cette lancée, mais sauf qu'on intègre Batman et Damian en plus, puisque du coup, on sait très bien avec Super Sons, une série dont on vous a souvent parlé, les deux sont amenés à travailler ensemble et ont une situation où c'est toujours un peu tendu, où ils se détestent mais ils s'aiment en fait. Et du coup, ce qui fait une dynamique super cool. Et ce deuxième tome est assez efficace. Je t'avoue que moi, je suis pas fan de Superman, j'ai déjà dit tout à l'heure. Mais le fait que Tomasi soit à l'écriture et que j'avais déjà adoré Batman et Robin à l'époque, et que là, ce soit vraiment focalisé plus sur les liens entre Clark, du coup John, mais aussi le fait que puisque c'est le Superman qui arrive d'une autre terre, je me souviens plus exactement laquelle, mais qui arrive au début de Rebirth. C'est le Superman original qui est de retour. C'est ça en fait, oui, qui est de retour après que celui qui était là avant soit mort. Et du coup, c'est assez efficace puisque oui, t'as tout ce retour. Non mais oui, je me suis perdu dans mon truc. Et au dessin, c'est vraiment super cool. Alors il y a Doug Mahnke qui est efficace aussi, mais que j'aime pas forcément. Mais ça commence avec un petit numéro de Rory Jiménez, le fameux. J'aime bien Doug Mahnke, mais c'est en fait, de mes yeux, c'est du dessin comics un peu classique. Tu vois, je trouve qu'il est vachement fort et tout. Et j'aime ses numéros, mais c'est pas assez. Enfin moi, je trouve ça pas assez original. Jiménez, il est super bien casté sur ce Superman effectivement, un peu plus populaire. Enfin, ouais, plus et puis pop, il a un dessin exactement un peu plus pop et tout, vachement dynamique, et ça fait que ce numéro est globalement, enfin que ce tome entier il est que sur un numéro, je crois. Ouais, donc en gros, après c'est pas lui, mais franchement, il y a du Gleason évidemment aussi. Et la rencontre Damian John, elle est incroyable. La rencontre Damian John est assez incroyable et franchement c'est efficace pour le coup. Moi qui n'aime pas Superman, encore une fois, depuis le début de Rebirth, donc je découvre avec du retard parce que je suis pas à jour dessus. Je me remettrai quand Brian Bendis arriverait du coup. Et franchement, je trouve que ça fait le taf. C'était un peu une forme d'introduction en fait à la série Super Sons, vu que c'est là en fait où tu avais l'installation, clairement. Et c'est pour ça que tu avais Rory Jiménez, puisque c'est lui qui est l'artiste après. Super Sons, ouais, carrément, ça arrive en avril, je crois. Ouais, c'est ça. Ce printemps, ça arrive. Ouais. Super Sons d'ailleurs, dont on vous parle plus trop parce que la série le début était mortel et ouais, c'est devenu un peu vers le 8, 9, 10, ça devient un petit peu. Puis ça sort plus. Enfin, ça a eu du retard pendant un temps aussi. Non, je dis pas qu'il y a eu du retard, mais maintenant la série a été prise aussi dans pas mal de crossovers plus ou moins moyens, donc je t'avoue que le titre a un peu du mal à résonner aussi bien qu'au départ. C'est toujours Tomasi? Ouais. Ça fonctionnait vachement mieux en lien justement avec Superman. Effectivement, mais bon, vous conseillez le premier tome de Super Sons, on vous le conseillera de toute façon, parce que c'est la partie qu'on a pour le moment aimée, et puis après ça peut revenir. Mais bon, du coup, Superman Rebirth, je vous le conseille. C'est plutôt bien. Tac, nous allons passer à un spécial du coup Sci Fantasy, et on va commencer avec Carbone Modifié, le robot. Ah, c'est vrai. Et oui, Thibaut, je pensais qu'on allait enfin en arriver avec le Cloverfield Paradox, j'étais prêt à sortir. Faire ça si tu veux, on peut passer. Comme tu veux. Vous oubliez tout ce que je viens de dire, regardez. Et nous allons passer à Cloverfield Paradox, dont on parlait au début, qui a fait sa bande-annonce pour être disponible tout de suite après. Et pour l'anecdote, tu l'as raconté tout à l'heure, tu l'as regardé direct dans la nuit. Quelles ont été tes impressions? Comment se sort le film au niveau de la photo, du scénario, du casting? Je veux tout savoir. Ok. Alors, au niveau de la photo, c'est plutôt beau. Je trouve que c'est un film qui est plutôt joli à regarder. C'est le premier film de Julius Onah, je crois qu'il s'appelle, qui est un réalisateur qui a fait que des courts et qui est du coup l'un des poulains de J.J. Abrams repéré par Bad Robot forcément pour faire ce film. Je ne sais pas si son projet comme celui de 10 Cloverfield Lane est au départ, donc God Particle dont je parlais tout à l'heure, est un projet qui est hors Cloverfield ou non. Il me semble que du coup ça a été écrit sans être lié à Cloverfield, mais que le lien... Enfin, au niveau de ce que ça raconte, c'est resté à peu près le même, là où
Je pense que j'ai failli vous spoiler un truc, donc je me suis retenu, mais effectivement, je pense que ça se marie beaucoup mieux avec vous allez comprendre pourquoi en regardant le film, avec le reste de l'univers Cloverfield. Mais bref, sur la photo, c'est du Abrams-like. Et j'aime bien ce que fait Abrams, donc j'ai pas de problème avec ça. Je trouve qu'on retrouve vraiment sa façon de filmer l'espace, sa façon de filmer les gens dans des véhicules spatiaux. La station en elle-même, qui du coup s'appelle la Cloverfield Station, forcément, parce qu'il y a toujours une référence à Cloverfield quelque part, est plutôt jolie en termes de design et tout. Je trouve qu'il y a quand même du budget, je trouve ça assez confortable, vraiment. Je suis installé dans la station. Et en plus, il y a un truc qui est assez chouette, c'est que le design de cette station spatiale ne ressemble pas au design des stations spatiales actuelles. Alors qu'on est dans un monde qui est plus ou moins le nôtre. C'est un truc que vous avez déjà pu voir dans Gravity ou même Life. Où ça ressemblait beaucoup à ce qui se fait déjà, parce que ça se passe dans l'ISS. Là, c'est pas l'ISS, donc il y a un côté un peu plus, je vais pas dire que c'est du futurisé non plus et que tout est crado, mais on est dans un truc plus proche d'Alien que d'un blanc à clinique, qui est celui des stations spatiales de notre monde. Ou du Faucon Millenium dans Solo, effectivement, blanc clinique. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal sur la photo. Le casting est plutôt pas mal du tout lui aussi, parce qu'on retrouve alors, je sais pas si c'est vraiment en tête d'affiche, parce que c'est pas lui le héros, mais Daniel Brühl, qui du coup, comme son nom l'indique, est espagnol. Il est né à Barcelone, voilà, il faut le savoir. Même si c'est un acteur allemand, espagnol, il parle français, il parle toutes les langues. Et là, en l'occurrence, il joue un astronaute allemand, un scientifique allemand même, puisque la particularité de cette station, c'est d'héberger un accélérateur de particules. D'ailleurs, je pensais qu'on disait un accélérateur à particules, mais on dit un accélérateur de particules. Voilà. Sachez-le. C'est pour les manus premier degré qui nous regardent. Voilà, exactement comme les insultes que Arnaud profère à longueur de journée au bureau. Aidez-nous, s'il vous plaît. Donc voilà, donc lui, il est scientifique et il s'occupe de ce fameux accélérateur de particules. On retrouve avec lui aussi donc l'héroïne qui est incarnée par, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Gugu Mbatha-Raw, il me semble, qu'on avait vu dans Jupiter Ascending, qui a fait un... Dans Doctor Who ? Ouais, elle jouait la sœur de Martha Jones dans 4 épisodes de la saison 3. On reconnaît le Whovian, donc elle est effectivement dans Doctor Who. Elle était aussi dans un Black Mirror de la saison 3, si je ne dis pas de bêtises, donc pas la dernière, celle d'avant. Donc il y a aussi Elizabeth Debicki, 2-3 caméos qui font plaisir. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal en termes de distribution. Et c'est un cast, il faut le noter, qui est du coup assez varié. Il y a aussi, alors du coup je n'ai pas son nom, mais il y a une actrice chinoise qui parle en mandarin. Les gens parlent vraiment leur langue avec les accents, etc. Donc je trouve ça plutôt... D'ailleurs il y a un côté assez bizarre, mais je trouve que ça représente plus ou moins peut-être le futur, entre guillemets. C'est que souvent tous les personnages parlent mandarin, et en fait souvent s'expriment en mandarin et pas en anglais avec elle. Et généralement c'est l'inverse, c'est-à-dire elle va faire une insulte en mandarin et l'autre va lui répondre en anglais. Non, là ils se répondent, notamment elle est en paire avec Daniel Brühl, qui sont tous les deux les scientifiques qui travaillent sur l'accélérateur, et du coup ils se répondent en mandarin, ce que j'ai trouvé plutôt pas mal. Il y a aussi un russe, etc. Donc il y a tout. C'est intéressant, c'est qu'en fait chaque personnage de la station représente un pays différent. Mais ce qui est un classique un petit peu. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont respecté ça au niveau des langues, au niveau de. On sent bien qu'ils sont vraiment même des fois ils parlent entre eux et ça, dans l'intrigue, ça crée des choses à un moment donné. Quand ils parlent tous les deux en mandarin et du coup il y a le russe derrière, ils pensent qu'ils comprennent pas, mais en fait il a compris plus ou moins. Et c'est vrai qu'il joue plutôt pas mal là-dessus. Alors après, le scénar, il y a pas mal en fait, ça repose sur un twist qui est... Enfin, la promesse est assez simple. Une station spatiale, un accélérateur de particules. Donc vous savez ce que ça peut potentiellement faire ou pas. Dans ce cas-là, je vous laisse regarder. Et donc il va se passer un truc avec cette station suite à un essai de l'accélérateur de particules qui va donner lieu à tout un tas de bizarreries. Et à un récit qui est hyper intriguant dans, je pense, on va dire... c'est les 3/4 du temps. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Alors, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas original pour un sou. C'est vraiment les archétypes, comme je disais, c'est assez typique. Genre, donc, le scientifique, il va être un peu mystérieux dans son coin, il parle pas trop aux autres. Le commandement de la mission, c'est forcément le mec militaire, plus bourrin et tout machin. Donc, ça se repose vraiment beaucoup sur les archétypes. C'est l'américain. Voilà, c'est l'américain forcément. Et donc ça permet d'aller très vite en fait vers les choses qui sont cool à explorer par rapport à cet accélérateur de particules et au lien avec la franchise Cloverfield. Malheureusement, ça va pas trop loin ni dans l'un ni dans l'autre en fait. C'est mon principal reproche. Voilà, c'est ça que je cherchais, merci Arnaud, envers le film, c'est que du coup tu fais avancer la saga Cloverfield d'une manière assez classe. Il y a une sorte de ou de surnarration. En fait, c'est une franchise qui se construit au fil des films en récupérant des projets qui avaient
peu de chance ou pas de chance de voir le jour. Donc il y a un côté un petit peu, je récupère, je mets en avant ce mec-là, il est dans la franchise. C'est une sorte du coup de Black Mirror, pour revenir à tout à l'heure, au cinéma, sauf que c'est pas, du coup maintenant c'est plus anthologique et il y avait encore le doute avant que 10 Cloverfield Lane sorte. Moi, à partir du moment où 10 Cloverfield Lane est sorti, c'était plus anthologique. Et là, ça l'est encore moins. Mais ce qui est super génial, c'est de connecter encore tous ces petits indices qui sont une nouvelle fois présents dans le film, dans des délires complètement abramsiens. Donc si vous êtes de l'école Abrams, Lost, etc., je pense que vous allez vous faire plaisir à aller trouver les petites connexions et repérer les répliques qui donnent en fait une espèce de saveur au film. Mais c'est bizarre en fait d'apprécier un film pour la narration globale de sa franchise plus que le film en lui-même qui reste assez classique, parce qu'il ne va pas très loin par exemple dans l'horreur qui était permise par la promesse. Donc il y a des passages que j'ai trouvé personnellement assez effrayants, mais je sais que je suis facile à impressionner. C'est jamais très gore, c'est jamais très spectaculaire, mais il y a des petites trouvailles que j'ai trouvées sympas. Je sais pas si tu es d'accord, Vincent. Enfin, alors j'aime beaucoup l'horreur. Et alors moi justement, il en faut quand même beaucoup pour me choquer. Mais alors j'ai pas été choqué dans le film, mais il y a des idées que j'ai trouvées vraiment intéressantes et qui étaient exploitées plus loin. On va pas spoiler, mais s'il y en a qui ont vu le film Le Mur par exemple. Elisabeth, enfin voilà, c'est hyper intéressant, ou le côté des vers de thé. Enfin, sinon, il y a vraiment des choses. Il y a 2-3 trucs qui sont quand même plutôt cool. Et est-ce que ça suffit à en faire un bon film ? Je pense pas. Après, c'est un film qui, du coup, s'inscrit au sein d'une franchise qui est peut-être un peu en mode découvreur de talent, expérience aussi. Tu vois, on parlait d'expérience globale de consommation. Là, pour le coup, 10 Cloverfield Lane, ça avait été annoncé, attaché à un trailer à la sortie de 13 Hours de Michael Bay. Il y avait une bande-annonce. Pendant quelques jours, les gens filmaient la bande-annonce parce qu'il n'était pas disponible en ligne. Donc c'est du piratage encouragé en fait pour créer du buzz autour de ça. Là il y a un autre truc encore plus fort. Alors ils vont pas pouvoir aller beaucoup plus loin à part le mettre en secret sur Netflix. Tu sais, que quelqu'un tape Cloverfield et finisse par tomber dessus. Mais je pense qu'au final ça serait assez, enfin tu vois, ça se repérerait assez vite. Il paraît que Limp Bizkit a sorti son album comme ça, son dernier album, il y a quelques années et que personne l'a trouvé. Donc en fait on l'a toujours pas. C'est peut-être une excuse pour pas sortir, pour expliquer qu'on a eu la flemme. Salut Fred Dust et compagnie, mais voilà, c'est pour la petite anecdote. Et du coup moi j'ai trouvé que c'était assez efficace dans ce que ça créait. Je peux pas parler des détails en fait qui m'ont vraiment beaucoup plu parce que ça spoil complètement l'intrigue. Et si vous savez ce que sera le prochain Cloverfield, il y a plein de petits trucs à grailler dans le film et je trouve ça hyper cool de savoir que ça a été installé comme ça. Et surtout, c'est vrai qu'il y a un côté, j'ouvre la fameuse boîte mystère dont parle Abrams dans sa façon d'écrire les films, etc., de toujours maintenir le mystère à haut niveau, jamais révéler le truc. Là, il y a des trucs qui sont révélés. J'ai vu beaucoup de gens dire que ça tuait la mythologie, etc. Pour moi, j'ai plus l'impression qu'en fait on me dit ouais c'est pas anthologique, tout ça, ça a bien un tout cohérent, mais en même temps, enfin voilà, ça fait des années que les gens cherchent les connexions entre les films, qu'il y a un marketing viral hyper poussé sur cette franchise. Il faut qu'à un moment il y ait des réponses pour que ça puisse continuer. Et ce qui est super cool, c'est que ces réponses amènent encore plus de questions, notamment par rapport à ce fameux accélérateur de particules. Et si vous êtes un théoricien du complot ou que vous avez déjà lu ou que vous voyez vaguement comment ça marche, vous pouvez imaginer ce qui peut se passer et du coup ensuite en déduire d'où viennent ces monstres, comment ils peuvent continuer la franchise, etc. Ça, je trouve ça hyper fort quoi. Et la suite, c'est quand ? Et la suite, c'est a priori, ce serait déjà tourné, donc c'est potentiellement l'année prochaine. C'est potentiellement déjà sorti. Peut-être pas, n'exagérons rien. Voilà. Le film s'appellera Overlord. Ah. Et du coup, moi je pense que du coup, si, pour l'instant il s'appelle Overlord. Donc moi je planche pour Opération Cloverfield et vous comprendrez pourquoi en tapant Overlord dans Sci Fantasy. Voilà. Très bien. Du coup, merci. On va continuer du coup avec un thème Sci Fantasy puisque avec surprise générale, nous allons parler de Carbone modifié, le roman. Wow. Le roman. Le roman qui ressort chez Brajlon suite à la sortie de la série sur Netflix. Donc roman qui a toujours été chez Brajlon et ses deux suites. De qui ? Roman de Richard Morgan, aussi appelé Richard K. Morgan aux États-Unis parce qu'ils ont mis son nom intermédiaire alors qu'en fait il est britannique, donc normalement on dit Richard Morgan. Du coup, très 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 bon roman, premier roman de Morgan qui est sorti en 2002. Roman qui est inscrit parmi les gens qui aiment beaucoup faire des définitions et créer des sous-genres et des étiquettes comme post-cyberpunk. Donc c'est-à-dire que c'est la deuxième génération de cyberpunk. Il y a une excellente chronique / dossier de David qui arrive sur Sci Fantasy cette semaine et qui vous explique un petit peu les évolutions. Qu'est-ce que c'est le cyberpunk par rapport au post-cyberpunk et vice-versa. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, du coup, je vous en renvoie à ce papier-là. Mais c'est vrai qu'on est dans un cyberpunk où, en gros, si le cyberpunk, c'est la rencontre telle qu'on le perçoit, parce que le grand public part souvent de Blade Runner, c'est que c'est un peu la rencontre entre les codes du polar, du détective, etc., et des éléments plus futuristes, plus politiques, les corporations qui ont pris le contrôle sur le monde, le fait qu'il n'y ait plus de vivants, ce genre de choses. Morgan va pousser tout ça encore plus loin, donc il prend toutes les manettes du genre et il les pousse très très loin, à l'extrême, sur sa petite platine. Ce
qui donne une histoire quand vous lisez les premières pages, ça c'est pour la petite anecdote, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, parce que je lisais les premières pages et le style est tellement extrême que tu as l'impression d'être presque dans une parodie du truc, tu vois, c'est vraiment genre je fumais le club en face de la vitre on n'est pas dans du Benoît Magimel mais on est quand même pas loin et tu vois c'est le flingue argenté reflétait la lumière de la nuit sur le corps d'une femme que je venais tout juste de ce genre de on n'est pas trop loin de ce genre de, alors j'exagère beaucoup mais il y a vraiment un côté un peu absolu assez cru en fait dans le bouquin et au départ je me suis dit en fait, je sais pas si ça va me plaire parce que j'adore ce genre de truc. Les polars, hardboil, le pulp et tout, c'est un truc qui m'a bercé, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais aujourd'hui, le lire, tu vois, comme ça, des fois, ça fait un peu bizarre en mode genre, est-ce que j'ai encore l'âge de lire des trucs comme ça, tu vois, tellement en mode flic, club sur club, gros revolver, je te fais sauter la tête. Et au final, il se trouve que ça passe plutôt bien et qu'il y a un tout cohérent puisqu'on est dans un univers forcément absolu puisque la mort a disparu. Et pourquoi ? Parce qu'on a créé une espèce d'outil qui s'appelle une pile, dans lequel on stocke la conscience, c'est un stack en anglais, du coup, dans lequel on stocke notre conscience. Et cette conscience est donc dans un petit disque dur qu'on vous met dans la colonne vertébrale quand vous avez 1 an. Et si votre corps meurt, vous pouvez le charger dans le corps de quelqu'un d'autre, dans le corps d'un robot, dans le corps de à peu près ce que vous voulez, même s'il y a des limites légales, vous pouvez vous en douter. Ce qui est super intéressant, c'est que Morgan, et là moi je suis pas du tout d'accord avec les gens qui considèrent, ce bouquin a été super acclamé à sa sortie, et ça a lancé la carrière de Morgan, puisque Joel Silver, qui est un producteur de films d'action connu, qui a fait Commando, Predator, Die Hard et compagnie, a acheté les droits pour $1 million, ce qui a immédiatement lancé la carrière du mec, ce qui est assez ouf, pour vous dire, et c'était du coup en 2002. Donc là elle arrive seulement 16 ans plus tard, pardon, c'est là qu'on voit que je suis super. 2018. Et voilà, exactement. Nous sommes en 2018 et Carbone Modifié arrive enfin. Ce n'est pas encore la transition, mais effectivement, ça a lancé sa carrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai essayé de voir un petit peu ce que les gens pensaient du bouquin aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est vraiment juste absolu. Dans les codes, ça va plus loin, c'est hyper violent, c'est hyper, comment dire, visuel, même si c'est assez marrant, c'est qu'il y a très peu d'indices en fait sur à quoi ça ressemble, mais tu sens qu'il se repose vraiment sur ce que les gens connaissent, de Blade Runner notamment, et ça va amener 2-3 trucs où tu arrives à construire un univers à base de flingues, de longs manteaux, de clopes, mais plus tu avances dans le bouquin, et plus c'est des trucs où tu as de moins en moins de repères. Je trouve ça super intéressant, et pour moi, c'est là où le bouquin devient punk, c'est qu'en fait, il sort vraiment des codes, parce que en fait, au départ, tu te dis, ouais, donc ça va les mecs, il y a un espace virtuel. Puis au final, il y a des espaces virtuels dans les espaces virtuels, il y a des prisons virtuelles, on peut torturer les gens en virtuel, donc c'est-à-dire qu'on peut les tuer et les ramener à la vie, puis les retuer, etc. Et en fait, on se rend compte que l'absence de mort dans cet univers crée une société qui est complètement différente. Par exemple, dans la gestion de la police, puisqu'on va suivre une policière qui s'appelle Christine Ortega, qui est en fait le second rôle, on va dire, de la série et du roman, qui va suivre du coup le héros Takeshi Kovacs, qui est du coup un asiatique dans le corps d'un blanc. Un eurasiatique, je ne sais pas comment dire, parce que ses parents sont d'Europe de l'Est et du Japon. Donc voilà, il est le fruit d'une culture un petit peu très originale et il perd un petit peu ses repères en étant chargé dans ce corps au début du bouquin. Et effectivement, outre le fait de pouvoir changer de corps, il y a plein de choses qui changent. Et pour en revenir à ce que je voulais dire sur la police, ce qui fait que découper un bras ou tuer un type, c'est plus si grave, tu vois. Et par contre, détruire la pile d'un type, ça c'est super grave puisque c'est une mort définitive. Donc il y a tout un tas de trucs qui changent et plus on avance, plus on se rend compte que l'économie a changé, la justice a changé. Et ça c'est super intéressant. C'est beaucoup plus développé dans le bouquin. Pour l'instant, j'ai vu 4 épisodes de la série. C'est beaucoup plus développé dans le bouquin et ça va toujours beaucoup plus loin. Et jusqu'à quasiment ce que tu perds des repères ou que tu réfléchisses ce truc et que tu te dises c'est pas possible. Mais pas c'est pas possible en mode c'est pareil, c'est de la merde. C'est vraiment genre si ce truc existe, en fait l'humanité est forcément flinguée. Et c'est là où je trouve qu'il y a le côté punk du côté cyberpunk qui revient, alors qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est juste un truc hyper absolu et bourrin. Et moi je trouve que dans ce truc hyper absolu et bourrin, il y a un truc qui est éminemment politique en fait. Et c'est pour ça que je vous recommande la lecture du bouquin. Avant ou après la série, comme vous voulez, mais je pense que ça échappe un petit peu déjà de ce que j'en vois à la série en fait, tout simplement parce que il y a une matière hollywoodienne qui est passée par là. Ok. En fait, c'est même une société du coup sans limite, parce que la mort c'est un peu la limite. Et là, c'est vraiment une société qui a plus de repères, qui a plus de limites. C'est ça aussi qui est intéressant à. Mais sachant qu'en fait, la promesse de base et du coup j'en viens à la série puisque c'est le premier épisode, c'est qu'en fait Takeshi Kovacs est chargé dans le corps d'un autre homme pour enquêter sur la mort d'un très 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 riche personnage
qui a plus de 300 ans du coup, donc qui a vécu à notre ère et qui a vu comment on en est arrivé là. Et en fait, on pense qu'il s'est suicidé, sauf que lui, en fait, il a d'autres corps. Et en fait, il est dans le cloud. Il est encore au-delà de la pile. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans le cloud. Donc même s'il se bute, enfin si sa pile est détruite, elle est chargée dans un autre corps et il perd juste le temps entre les deux. Et donc du coup, il dit bah voilà, je suis pas du genre de mec à me suicider. Ça fait 300 ans que je vis. Résolvez mon meurtre. Et c'est ça le pitch de base qu'on va avoir dans la série. Et la série, par contre, fait un super boulot là-dessus sur comment, du coup, les riches sont encore plus décadents parce que quelque part, la mort peut plus les rattraper, quoi. Donc, l'héritage, le fait qu'une fortune puisse dilapider, etc., bah, ça n'existe plus parce que le mec ne meurt pas. Et donc, a priori, si le gars il sait gérer sa fortune, bah, il est riche pour l'éternité. Et donc, du coup, il y a tout un épisode, qui est le 3e épisode, qui n'est pas du tout dans le bouquin, où il y a une soirée de gens très riches. Et en fait, les gens très riches le félicitent d'être au-dessus des lois grâce à justement au fait que, bah, au pire, on peut plus les tuer, donc on peut pas faire vraiment la révolution contre eux, on peut pas. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs politiques qui ont été, plein d'armes qui nous ont été enlevées, sans même parler des armes premières, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et par rapport à la série, je trouve qu'il y a un gros budget. Visuellement, elle est plutôt classe. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un peu cheapos. Moi je trouve que c'est pas mal pour une série Netflix et tout. A priori il y a 7 ou 6 millions de budget par épisode, ce qui en fait un truc pas très loin de Game of Thrones, mais encore entre les deux, entre un Marvel et un Game of Thrones, quoi. Donc c'est quand même vraiment pas mal pour une série de 10 épisodes. Et le truc que je trouve le mieux réussi dans la série pour l'instant, c'est le choix de Joel Kinnaman, en fait. Alors je sais que Alex est super fan. C'est un mec qu'on n'a jamais vu, enfin que Hollywood a essayé de mettre dans un premier rôle depuis longtemps, et dans le Robocop, etc. machin, et dans Suicide Squad. Et au final, il est pas bon là-dedans. Et là, c'est assez marrant, c'est qu'il est le corps d'un autre personnage. Et il y a un côté là-dessus où, alors c'est assez bien foutu, c'est que la série reste quand même assez graphique, à la fois dans la sexualité et dans la violence. Donc on le voit souvent à poil, ce qui a priori choqué pas mal de gens. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment un corps, tu vois, il est résumé à un corps. Et en fait, ce qui est super fort, c'est qu'il a une voix qui colle hyper bien et une gueule qui colle hyper bien à ce fameux corps tel qu'il est décrit dans le bouquin. Mais on sait qu'il est inadapté un petit peu, tu vois, parce que le gars n'est pas dans son corps. C'est un esprit, une conscience dans un corps qui n'est pas le sien. Et je trouve que, bah, en fait, dans son jeu, dans son style de jeu, il rend vachement bien ça, une espèce de côté mystérieux, mais parce que le mec est instable, en fait. Et il est instable psychologiquement, mais il est aussi instable psychologiquement parce que c'est pas son corps. Et du coup, il y a une espèce de jeu méta là-dessus, enfin, que j'invente, hein, je pense pas qu'ils étaient volontaires, même si bah, il est possible que dans le casting du perso, ce soit arrivé, pas par hasard, grâce à Laeta Kalogridis, qui est du coup la productrice d'Avatar. C'est son côté un peu froid et détaché que je trouve en général. Il a un côté genre, en fait, il met les gens mal à l'aise en étant lui-même pas très à l'aise. Enfin, tu vois, j'ai du mal à le définir, mais je sais que quand il s'allume une clope et qu'il enfile son manteau et qu'il part enquêter, pour moi, c'est Takeshi Kovacs dans le corps, dans le corps qui n'est pas son corps principal. Et bon, pour le coup, quand même, non, je peux pas applaudir la série par rapport à ça, mais le Takeshi Kovacs asiatique existe quand même dans la série. Il est beaucoup plus développé que dans le premier bouquin, et je pense qu'il s'appuie pas mal sur le deuxième et le troisième qui est le dernier pour créer en fait autre chose autour de la série, proposer d'autres personnages, pas forcément d'autres personnages mais d'autres représentations, parce qu'encore une fois il n'y a pas beaucoup d'indices visuels dans le roman, et il y a tout le casting secondaire qui est assez développé aussi et qui utilise bien les promesses du monde, parce que dans un monde où la mort n'existe plus, ça autorise quand même quelques fantaisies plutôt sympas. Donc je recommande les deux. Davantage le roman parce que j'ai pas fini la série, donc je peux pas vraiment vous dire de foncer sur la série, mais c'est vrai que c'est plutôt bien produit et tout, donc on fera peut-être un podcast ou un truc une fois que tout le monde l'aura vu, quoi. Eh bien, on vous tient au courant. Dernière sortie, Arnaud, je te redonne la parole une dernière fois, puisqu'on parlait de New Age of DC Heroes tout à l'heure, et du coup le dernier titre de la lignée, enfin le dernier pas en date, mais le dernier à sortir, Silencer. J'allais partir dans des explications beaucoup trop compliquées, mais voilà, il en reste encore à sortir, c'est le dernier qui est sorti. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer. Le dernier en date. C'était effectivement le dernier en date. C'est vrai que c'était le dernier en date, je me suis moi-même contredit comme un con. C'est pas grave. Parce que dans Contredit, il y a con aussi, mais du coup, on va pas parler de toi, on va parler de The Silencer. De The Silencer numéro 1, donc nouveau titre de la ligne New Age of DC Heroes. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelait Dark Matter, il fut un temps, ça avait été annoncé comme une lignée de titres qui découle des pages de Dark Knights Metal, l'event de Scott Snyder et de Greg Capullo. Alors il y a un double objectif, j'ai vraiment pas réussi à articuler aujourd'hui, c'est horrible. T'es aussi con que moi, quoi. Ouais, c'est ça, un petit peu, mais bon. Je vais dire plus, mais aussi. Bon, c'est pareil.
Allez, arrête de me couper maintenant. Et donc, Quoi il y avait un double objectif, c'était à la fois de créer des nouveaux personnages, vraiment des nouveaux personnages dans le sens qui n'ont pas existé avant, vraiment, pas juste des remises au goût du jour. Et également, il y avait une initiative éditoriale qui était de mettre en avant les artistes en tant que créateurs, c'est-à-dire que non seulement on met leur nom en premier, mais aussi c'est vraiment les créateurs de ces personnages. Ils travaillent de concert avec les scénaristes. Et c'était peut-être un peu pour répondre un peu à des déclarations de je ne sais plus quel dirigeant de Marvel qui avait dit que c'était les scénaristes qui étaient importants et que les artistes n'étaient pas importants. Bref, ça c'était l'année dernière, il y a très longtemps, puisqu'entre-temps la ligne qui devait être lancée en septembre 2017 a démarré en C'est quelqu'un janvier. chez Marvel qui a dit ça, mais c'est répercuté chez DC. Bah, du coup, c'était une réponse pour dire si nous on va mettre les artistes en avant, parce que nous on y attache beaucoup d'importance. Mais il y a plusieurs écueils à ça, c'est déjà que la ligne a été décalée de plusieurs mois. Donc ça n'a plus rien à voir avec Metal en plus. Attends, j'y viens. Voilà. Commence pas à faire comme Alex, ne me coupe pas non plus. C'est du foreshadowing. Donc le premier problème, c'est exactement ce décalage de plusieurs mois qui fait que, notamment par rapport justement aux liens qui sont censés avoir lieu avec Metal, tu les as oubliés parce qu'en vrai, les liens, c'était quoi? C'était du name dropping dans les préludes à Dark Knight Metal. Ne serait-ce pas le cas de tous les trucs Metal où en fait toutes les connexions, c'est genre. C'est du métal, et même, je sais pas, un truc qui s'appellerait le Metallicus, dedans il y a métal. Ouais, mais c'est même pire que ça, parce qu'en fait, si vous vous rappelez, c'était Dark Days, The Forge, The Casting, l'un des deux one-shots qui était sorti en juin-juillet. À un moment, Batman retrouvait Talia al Ghul qui lui donnait qui lui échangeait en fait l'épée d'Apollon contre une dague qui était faite en Nth Metal. Donc je pense que c'était dans le premier, bref, c'est pas grave. Et elle disait, ouais, mais dans la Ligue des Assassins, c'est un peu le bordel et tout, il y a The Silencer qui a été réactivé, tu vois. Et c'était juste un drop comme ça, tu sais pas ce que c'était. Sauf si tu suivais un peu l'actualité, tu savais que c'était le nom d'un assassin qui allait arriver. Et du coup, en fait, on te propose une série, genre, plus de 6 mois après. C'est pareil pour Damage aussi, du coup. Et Damage aussi, c'était un name drop, on disait, et c'était, je sais plus qui disait, look the Damage de Metal as Road, tu vois, donc c'était même pas, là on nommait pas le personnage en tant que tel, mais on jouait juste sur le mot, tu vois. Donc The Silencer, c'est en fait une assassin. Comme il y a un mec qui prend un silencieux, il fait regarde, il y a un silencieux. C'est ça. Donc c'était une assassin qui bossait pour Talia al Ghul dans l'organisation Léviathan. Alors Léviathan, c'était l'organisation que Talia menait à l'époque Batman Incorporated sous Grant Morrison. Donc moi j'attends la continuité, mais bon, on l'avait pas vu à l'époque, tu vois. Donc c'est juste pour faire genre, tu te rappelles, en fait, il y avait des personnages nouveaux qui étaient arrivés. Pourquoi pas? Ancien assassin qui s'est rangé, qui est marié, qui a 2 enfants, qui vit en couple, en famille depuis 5 ans. Et forcément, Talia revient, ça va être son passé qui la rattrape. Donc, est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Oui, plein de fois, dans plein de trucs. C'est John Wick. Ouais, c'est ça, c'est complètement du John Wick. C'est pas original pour un sou, bien que le côté original tienne dans le personnage principal, puisque c'est une femme d'origine, alors je vais pas dire de gros mots, donc je vais pas me tromper, mais qui me semble être d'Amérique latine, qui est mariée, qui a 2 enfants, donc c'est pas le genre de personnage qu'on voit souvent, mais ça me fait un peu penser au nouveau Kick-Ass qui arrive, en fait, franchement. Et est-ce que les connexions sont bonnes, puisqu'il y a John Romita Jr. qui est sur les 2 titres, et que c'est une co-création de John Romita Jr., donc limite il a réexporté son concept. C'est vraiment... Ouais, c'est assez particulier. Est-ce que c'est beau du coup Alors du coup, ça dépend. C'est quel Romita? C'est du Romita, parfois c'est plutôt pas mal, mais après il fait beaucoup de plans rapprochés, du coup il dessine que des personnages, il se fouille pas trop sur le reste du temps. Le cadrage est assez quelconque, et ouais, par contre il y a quelques planches, par contre tu vois vraiment qu'il s'en bat les couilles. Et The Silencer donc a cette particularité de porter ce nom, pourquoi? Parce qu'elle est capable de créer des bulles de silence dans lesquelles en fait, du coup tout ce qui se passe à l'intérieur, on n'entend plus les sons, ce qui est pratique quand tu es un assassin, parce que du coup, même si on peut te voir, on t'entend plus, et quelque part ça te permet de... C'est pratique pour faire pour la toilette. Personne t'entend chier aussi, c'est pas... c'est vachement pratique dans la vie de tous les jours, tu peux faire plein de choses. Je t'avoue que moi ça m'arrangerait effectivement pour que vous ne m'entendiez pas quand je vais aux toilettes, par exemple. Ça m'arrangerait aussi du coup. Je t'entends pas. Mais je pourrais mettre une bulle de silence autour de mon bureau la journée, comme ça je t'entendrai pas non plus parler à côté de moi. Exactement, sauf que je ne t'adresse pas la parole en général. Mais bon, chacun dans sa bulle de silence. Exactement. Et du coup, le truc c'est que je comprends plus l'intérêt en fait de cette ligne, tu vois. Autant sur certains personnages comme The Terrifics qui arrivent parce qu'il y a Jeff Lemire notamment, et parce que c'est des personnages DC qui sont remis ensemble et qui ont une vraie histoire. Là, créer des nouveaux personnages qui sont pas ultra intéressants, c'est un petit peu particulier, surtout qu'en plus John Romita Jr. ne va rester que sur 3 numéros en fait. Donc en fait tu fais une initiative pour créer des nouveaux personnages en mettant en avant le fait que ce soit des artistes qui les co-créent, tu vois, et qui vont être mis en avant, sauf qu'en fait il reste 3 numéros, donc en fait c'est les mecs qui sont censés porter leur création qui s'en vont après. Du coup je capte pas le délire, le numéro est pas déplaisant soit à lire, tu vois, c'est pas, mais il y a rien de neuf, tu vois, il y a pas justement New Age, il y a rien de new vraiment, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais lu avant.
Donc, Est-ce que c'est pas Twitter, DC qui s'est dit Metal ça va faire du bruit, on va connecter ça à Metal vaguement. mais du coup, ouais, c'est mais décalé vaguement, trop- tu c'est vois, trop tard, c'est- maintenant. franchement, maintenant, c'est c'est trop tard. c'est de l'esbrouf éditorial de ouf, tu vois. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle plus a Dark l'air- Matter aussi. Ça a l'air intéressant comme arc ou. Enfin, Non, est-ce que ça peut- non, franchement, non. Ok. Mais il faut en parler parce que ça reste un truc d'actualité. Mais je pense que quand tous les premiers numéros seront sortis, peut-être que je ferai un bilan juste sur l'Esbrouf, en fait, qui est ce New Age of DC Heroes, et surtout une sorte de conflit qui commence éditorialement à se faire entre la Snyder d'idiot d'un côté et Jones de l'autre qui pilotait la ligne Rebirth et son Doomsday Clock, où tu vois vraiment que Metal, qui était censé, je vous le rappelle, être un truc autocontenu, vraiment juste une mini-série en 6 numéros qui s'est agrandi de plus en plus, avec des numéros à rallonge dans son histoire, mais en plus toute cette ligne Dark Matter qui en plus c'est même pas géré correctement, parce que tu fais pas ce genre de projet si ça prend... Je sais pas, il y a même le Immortal Man avec Jimmy au dessin, c'était déjà une blague d'annoncer ça, qu'on avait vu ce qu'il avait été capable de faire en termes de rythme, hein, tu vois, sur Suicide Squad, où il devait faire finalement que 8 planches par numéro pour pouvoir assurer le rythme, c'était délirant. Et là, son premier numéro qui devait paraître en décembre, ça arrive en avril, je crois. Et pour l'instant, on ne sait pas si ça va paraître encore décalé. Donc il y a un vrai délire autour de cette ligne. Et The Silencer, ok, ça coûte que 3$ parce que du coup ils n'ont pas poussé le bouchon au point de le faire payer 4 ou 5, mais franchement Si vous c'est avez quand même déjà dommage, quoi. C'est un vraiment budget dommage. comics, vous Ouais. allez pas. C'est C'est dispensable. vraiment quoi. dommage. Coécrit avec Dan Abnett, d'accord, du coup qui fait du Dan Abnett de bas niveau, quoi. Ok, bah du coup, merci pour Dan. cette déprime de fin de Ouais, chronique. De toute j'avoue, façon, on en reparlera. Il y a que The Terrifics du coup qui a l'air un peu alléchant parce que c'est. Je t'avoue que les autres trucs, c'est... Je sais pas. Il y a The Curse of Brimstone qui est une sorte de titre d'horreur par Justin Jordan. Justin Jordan se débrouille pas trop mal dans l'horreur. Donc j'ai hâte de voir, mais le truc c'est que... Il n'y a pas aussi l'espèce de truc avec. Alors c'est ça, The Terrific, c'est l'espèce de De Jeff Fantastic Lemire. Four. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ça, Mais il y a aussi la série de Jeff Lemire avec les héros qui sont nuls. C'est pas dans cette Ah, ça c'est intrigue-là. autre chose. Ah, c'était- The Unexpected, Ouais, là Ouais. Mais c'est pas Mais Jeff c'est pas, Lemire. ouais. Et c'est pas New Age of C'est DC. pas Si, Jeff- The Ah, si, Unexpected, c'est aussi... Mais c'est aussi... Par exemple, c'est aussi... C'est pas Jeff Lemire par contre. Non, Il c'est me pas semblait Jeff que c'était Lemire. Jeff Lemire. Non, je crois Non, pas. Jeff Lemire, il fait l'autre série où ça va être le truc Métallo, rétro, tout ça. rétro là. Mais Moi, c'est autre ça chose. dont je parle. Ah, ok, Ça avait non, été non, alors... annoncé à la San Ah Diego oui, Comic Con, oui, là. alors de toute façon, on n'a pas une nouvelle depuis son Pardon. annonce, donc Non, je me c'est- souviens plus ce que c'est. Ouais, je me même rappelle des même trucs, plus leur- ce que c'est. Oui, effectivement, c'était un concept des années 50 qui Ouais. revient, un Ouais. peu à la façon de ce qu'ils avaient fait avec C'est Prez. ça. J'ai même plus le titre en tête tellement on en a juste plus Tu sais, jamais dans entendu la, parler. tu quoi. m'avais expliqué que c'était dans la continuité d'ici de l'époque, donc Ouais, oui, et oui. tout, c'était marrant. Ouais, bah, faudrait du coup, que on je verra regarde à bien. nouveau. Ouais. Mais aucune nouvelle depuis son annonce. Ok, bah du coup on a fait le tour des sorties de la semaine et on va passer à la deuxième chronique que je me Que tu l'offre. t'octroies. Ouais, je me l'octroie, j'avais envie. Non, en fait, ça fait quelques semaines que je vous dis je vais faire une chronique sur les documentaires et voilà. J'ai passé mes documentaires des hors-sujets à une chronique et du coup on va commencer, je suis à fond dans l'actualité puisque aujourd'hui nous avons appris que Julian Assange restait, que le mandat contre Julian Assange en Angleterre était maintenu, donc il est obligé de continuer à rester dans l'ambassade d'Équateur, enfin il n'est pas obligé mais lui il reste dedans depuis 5 ans maintenant. Et pourquoi je vous parle de ça? Puisque je vais vous parler du documentaire Risk qui est sorti l'année dernière, enfin non il y a 2 ans. Sur la vie de Manu, exactement, Risk comme le jeu. On dit ça puisque Manu a popé, vous ne le voyez pas, mais il est derrière nous. Et du coup, Risk, qu'est-ce que c'est? C'est un documentaire donc, réalisé par Laura Poitras. Je vous présenterai un peu plus ce personnage, cette journaliste haute en couleur tout à l'heure. Puisque ce documentaire, en fait, c'est une plongée dans un peu la psyché de Julian Assange, donc personnage assez controversé. On le connaît puisqu'il a été fondateur de Wikileaks, donc Wikileaks, qui est cet organisme journalistique indépendant qui a fait leaker de nombreux documents sensibles sur la guerre en Afghanistan, avec notamment Chelsea Manning, qui était un whistleblower qui avait donné des fichiers à Wikileaks. Et un lanceur d'alerte, exactement. C'est vrai que moi, je suis un peu américain. Et du coup, là, c'est un documentaire qui permet de suivre sur 6 ans. Donc, en fait, Julian Assange, puisque Laura Poitras était une proche de Julian Assange, du coup, elle a pu avoir accès à des vidéos où elle filmait carrément, elle filmait sur un documentaire. Et c'est vachement intéressant, puisque oui, je disais que c'était un personnage controversé, parce que pourquoi il est actuellement dans l'ambassade d'Équateur, c'est parce qu'en 2012, il a été, il s'est pris un mandat, parce que visiblement,
il y aurait une affaire de viol en Suède, du coup, sur laquelle il est touché. Donc on ne sait pas vraiment comment c'est. Alors a-t-il violé quelqu'un, n'a-t-il pas? C'est pas à moi d'en juger, je ne sais pas. Mais depuis, les charges ont été abandonnées. Et ce que Julian Assange défend, donc c'est pas moi qui le défends, avant que tout le monde s'enflamme, c'est que cette demande d'extradition de la Suède est en fait un plan, est en fait genre pas vraiment une machination, mais plutôt une coopération avec les États-Unis, puisqu'évidemment, en fait, les États-Unis veulent mettre la main dessus, notamment pour cette affaire avec Chelsea Manning, puisque il a découvert, il fait leaker en fait. C'est ça exactement. Il encourt même la peine de mort, et depuis que Donald Trump est président, notre cher bon Donald et son intelligence a annoncé que c'était un des projets, c'était un des dossiers les plus chauds pour lui, donc il est dessus. Et du coup, bon, après, ce qu'il l'ait fait ou pas, c'est un débat, mais en même temps, ce documentaire permet justement d'un peu explorer cette problématique, puisque c'est un documentaire à charge. Donc Laura Poitras a son point de vue sur le personnage, donc c'est pour ça qu'il faut le regarder avec le recul nécessaire, puisque sachant qu'elle l'a filmé pendant 6 ans et que là c'est un documentaire d'1 heure et demie, évidemment ça a été monté, évidemment des mots qu'il dit sont peu, le contexte, tu vois, on l'a pas, je dis pas ça pour le défendre, mais c'est un documentaire, il y a forcément un point de vue. Donc, par rapport à quoi du coup? Par rapport à Julian Assange, parce que justement elle parle un petit peu de cette controverse et de cette problématique, puisque lui se défend de n'avoir jamais violé des femmes en expliquant que c'était que cette affaire a été créée pour que lui soit extradé aux États-Unis, mais en même temps, on voit sa face un peu bizarre, puisque... Mais du coup, quand elle a commencé le documentaire, c'était pas pour ça? Eh bien, c'est ça qui est passionnant, puisqu'elle l'explique elle-même pendant le documentaire, en disant, oui, à la base, je faisais un documentaire sur Julian Assange, et ça s'est transformé en documentaire... contre Julian Assange. Pour montrer en fait ses faces un peu cachées, parce que c'est vrai que c'est un personnage vachement bizarre, et le fait qu'elle ait suivi 6 ans, c'est ça qui est cool, parce qu'en fait le mec se relâche, et c'est une proche de lui et tout, donc clairement il lui dit des trucs il est naturel, donc en fait des fois il dit des phrases qui sortent un peu bizarrement et tout, donc ça permet de revoir une face de ce personnage. Et Laura Poitras, c'est très intéressant, puisqu'elle a fait le documentaire Citizenfour, qui était aussi sur cette problématique, sur la problématique citoyenne large, j'ai envie de dire, avec Snowden, puisque c'est elle qui avait été invitée à Hong Kong par Edward Snowden himself, avec d'autres journalistes, pour du coup qu'il fasse sa fameuse déclaration, où après avoir fait leaker tous les documents sur la surveillance de masse aux États-Unis, il s'est lui-même mis en avant pour expliquer qu'il était quelqu'un et qu'il se protégeait lui-même, tu vois, en faisant ça. Et du coup, franchement, c'est un documentaire qui est très intéressant. Encore une fois, moi, Julian Assange, en fait, c'est un personnage sur lequel je m'intéressais parce que Wikileaks, mais j'avais du recul, je m'étais pas non plus intéressé à 100% à sa personnalité, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu particulier, parce qu'on ne sait pas trop si le mec, il veut vraiment, si son but, c'est vraiment la liberté d'information, ou si c'est un peu la recherche de la fame, tu vois, qui veut avoir une aura de célébrité, parce qu'il parle de... En fait, c'est quand même un mec qui voulait combattre la liberté d'information, mais qui c'est arrivé... Wikileaks, pardon, pas Wikileaks, je pars, c'est autre chose. Wikileaks, du coup, c'est... aucun lien avec Julian Assange. Avec Julian Assange, mais c'est vrai que le mec, tu vois, derrière, ça devient un business, quoi. Et c'est vrai on voit un peu ce Julian Assange plus businessman que genre idéaliste, entre guillemets. Et en même temps, clairement, ça pose des questions sur son comportement avec les fans, parce qu'il sort des phrases, des fois, il a des comportements vraiment un peu dérangeants. Et ce qui est marrant, c'est qu'on le suit notamment sur la période de transition, où il va pas se présenter au tribunal, et il va directement s'enfuir dans l'ambassade d'Équateur, avec un moment très marrant où il se costume pour passer incognito, et il se met un truc de botard et tout. Il a vraiment une dégaine de plouc, c'est assez marrant. Et du coup, un documentaire super intéressant. C'est vrai que moi, j'avoue que je suis un peu entre les deux, parce que clairement, j'ai pas assez de connaissances pour... et puis bon, la justice n'a pas statué sur le truc, donc c'est vrai qu'on sait pas vraiment qui dit vrai et qui dit faux. J'ai pas non plus fait des recherches poussées. Les charges avaient été abandonnées. Elles ont été abandonnées, donc mais oui, mais tu vois qu'il est toujours là, tu vois, il est encore obligé de rester la justice britannique a statué aujourd'hui qu'il devait que le mandat
Est-ce que Ah, c'est le pas mandat britannique est maintenu, donc du coup D'accord. il est bloqué. Mais du coup, c'est peut-être par solidarité avec les États-Unis ou que sais-je. Je sais pas, du coup, oui, c'est pour ça que moi j'ai pas trop envie Ouais, c'est compliqué, hein. de parler de Ça a ce l'air truc compliqué. parce que clairement le documentaire le montre quand même comme une personne un peu bizarre, mais en même temps, c'est pas pour ça que tu vois, c'est pas parce que tu vois, il fait des réflexions un peu misogynes clairement que le mec va violer des femmes, donc je le défends pas, je dis pas qu'il l'a fait ou qu'il n'a pas fait, puisque je n'en sais rien. Mais c'est quand même un documentaire super intéressant, et au final, parce qu'on ne suit pas que Edward Snowden, on suit un peu les gens qui gravitent autour. Julian Assange, pardon, on suit, parce que ça parle d'Edward Snowden, mais ça parle aussi de Jacob Applebaum, Applebaum, qui est genre l'expert un peu technique et tout de Wikileaks, qui va parler de piratage et tout, et aussi Sarah Harrison, qui est un autre personnage important de Wikileaks, qui était genre la seconde en chef de Julian Assange, mais qui va entre guillemets le trahir, puisque quand elle va découvrir le cas Edward Snowden, bah du coup elle va suivre Edward Snowden et elle va plus jamais retourner chez Wikileaks. Donc en fait on vit plein de trucs, on vit aussi, c'est super intéressant parce qu'on voit le combat entre guillemets contre l'information libre que Wikileaks veut mener, on voit le personnage totalement controversé de Julian Assange, et clairement on ne sait pas trop sur quel pied danser. On voit aussi l'organisme derrière qui est limite devenu plus une entreprise qu'un organisme, où les mecs disent des trucs des fois, tu vois. Enfin, je me souviens plus qu'il y a un mec, ce fameux Jacob qui arrive, je sais plus où est-ce qu'il est, en Russie ou un truc comme ça, et il fait une blague misogyne de ouf devant tout le monde. Donc tu vois, il y a des moments vraiment gênants dans le documentaire, on est là, mais c'est chelou. Mais en même temps, tu vois, c'est 6 ans, mais c'est 6 ans de vidéo résumé, tu vois, en 1h30 avec une réalisatrice qui a son propre point de vue sur la question. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre du recul, mais qu'en même temps c'est vachement intéressant, donc je vous le conseille. Si tu me filmes pendant 2 mois à la rédac et que tu Oui, c'est ça, 10 minutes, tu peux avoir une certaine vision voilà, du personnage. c'est pour ça que tu vois, il faut avoir le recul. Contre toi, surtout. Mais ça n'empêche pas d'être super intéressant. Stage, quoi. Et c'est sur Netflix, donc je vous le conseille encore une fois. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau documentaire super sympa. Mais attends, juste, du coup, Alex, c'est plutôt neutre quand même du coup sur le sujet. Ah non, c'est pas du tout. Non, c'est ce que je dis, parce que du coup, Laura Poitras, Est-ce en que tu as plus, c'est écouté elle. ce qu'on a dit ou Bah pas? non, mais justement, j'arrivais pas à statuer si elle était à charge ou plutôt. Parce qu'en elle fait, était, avec le recul nécessaire, tu arrives à trouver la neutralité. En fait, la réalisatrice, du coup, Laura Poitras, explique directement que sa vision a changé pendant qu'elle tournait ce film. D'accord, ok. Ouais. Et que du coup, elle veut montrer la face cachée de Julian Assange, quoi. Mais encore une fois, comme c'est 6 ans de tournée, parce qu'à 1h30 de réduit, je donne pas d'avis sur ce personnage, je ne sais pas qui il est, mais du coup, forcément, t'as une opinion, tu vois, t'as un point de vue qui est mis en avant, donc il faut composer avec cela. Nous allons continuer et passer au hors-sujet et revenir au Super Bowl avec le meilleur trailer du Super Bowl, Thibaut, celui de Mission Impossible Fallout. Yes. Dis-moi. Alors, il se Double passe quelque couche de chose de très grave dans ma vie. En l'espace de 24 heures, j'ai vu un trailer de Star Wars et j'ai vu le trailer d'un Mission Impossible. Devinez lequel me hype le plus, puisqu'il se passe quelque chose de grave dans ma vie, si vous me connaissez. C'est effectivement le trailer de Mission Impossible qui me le hype aussi, hein, le plus de ouf de l'univers, devrais-je dire. C'est le film qui, du coup, a pris une importance énorme dans mon top des attentes 2018, pour la simple et bonne raison que c'est Christopher McQuarrie de retour sur un Mission Impossible. Donc c'est lui qui a fait le dernier qui s'appelait Mission Impossible Ghost quelque chose. Non, Ghost Protocol, c'est le 4e. Donc Hein? Rogue Nation. Merci Manu qui me Manu souffle qui- comme au théâtre, comme ça derrière la scène. Manu Très Fantôme. discrètement d'ailleurs. Manu Fantôme. C'est le Manu Fantôme. Donc Mission Impossible Rogue Nation, donc il avait coécrit avec Drew Pearce, autre mec que j'aime beaucoup. Ouais. Du coup, c'est une première pour la licence Mission Impossible que j'adore pour ça, justement, de changer de réalisateur de l'un à l'autre. Donc Brian De Palma, John Woo, j'adore Mission Impossible 2, désolé. J.J. Abrams, Brad Bird, Christopher McQuarrie et Christopher McQuarrie une deuxième fois. Du coup, pourquoi? On ne sait pas. Mais a priori, c'est parce qu'il s'entend bien avec Tom Cruise, puisqu'il avait déjà écrit et réalisé Jack Reacher avec lui. C'est un mec que j'apprécie beaucoup, qui est l'un des script doctors les plus fameux d'Hollywood, mais en fait, il n'est jamais vraiment crédité. Donc ça fait des années qu'il sauve certains films, et la rumeur dit qu'il aurait du coup réécrit Rogue One en cours de route. Peut-être doit-on le remercier, ou peut-être pas. Mais en l'occurrence, en voyant Jack Reacher, premier du nom, parce que le deuxième est une abomination, mais j'ai plutôt envie de le remercier. Et là, d'après le trailer, je suis hyper saucé,
pour la simple et bonne raison que voir Tom Cruise faire des cascades, et ben moi ça me plaît. Je trouve que ce qui a été fait récemment sur James Bond est catastrophique. Je déteste l'orientation qu'a donné Sam Mendes à la franchise. Et en fait, depuis Casino Royale, j'ai pas vu un bon James Bond à mon sens. Et j'ai besoin de ce côté film d'aventure slash grand spectacle. Alors je sais que le premier de Brian De Palma se prenait un petit peu au sérieux, mais j'aime bien voir cette franchise qui, comme Alien avant elle, se réinvente un peu au fur et à mesure des réalisateurs qui essayent d'en faire un truc à leur sauce. John Woo, c'était carrément John Woo qui arrivait avec tous ses tics et tout. Tu vois, si on faisait un jour un Mission Impossible par Shane Black, mais du coup, il y aurait aussi, ça se passerait aussi à Noël et Ethan Hunt, je sais pas, devrait tuer un gars qui veut, je sais pas, tuer un enfant. Donc il y aurait un Mission Impossible avec un enfant avec lui. C'est ça, il serait disavowed. Et oui, et donc là où je voulais en venir, et tu fais bien de parler du mot disavowed, c'est qu'on voit vachement dans la bande-annonce, toute la première partie de Mission Impossible, ça se prend toujours relativement au sérieux. Je trouve qu'il gère vachement bien et je dirais même mieux que Marvel, enfin en tout cas dans le 5e opus, je trouvais que c'était vachement bien, c'est que le film était super drôle. Mais qu'il y avait quand même un délire où genre quand c'était sérieux, quand Tom Cruise se faisait torturer, c'était pas juste marrant, tu vois, et du coup tu prenais un petit peu les coups pour lui. Et au début du film, tu sais, tu sens que c'est un petit peu grave et tout. Il y a un délire aussi d'après la façon de filmer l'action et tout, où ils ont pas mal été lorgnés du côté de John Wick, très clairement. C'est après The Raid, c'est John Wick qui donne le ton sur comment on filme l'action aujourd'hui, ce qui est pas plus mal puisque moi j'aime bien. Mais plus le trailer avance et plus t'es aussi dans le côté fun avec les cascades et le côté quasiment méta en fait du coup de ce film là, sur le fait qu'à un moment du coup il y a la femme d'Ethan Hunt qui a été introduite par le 3e opus de celui de J.J. Abrams que j'aime beaucoup aussi et du coup elle dit bon il fait quoi et t'as une espèce de super cut où il y a toutes les cascades du film, donc pour le coup j'espère qu'ils en ont gardé 2-3 sous le coude. Après c'est des moments assez furtifs et je sais que la bande-annonce du 4 en faisait carrément des tonnes sur les tours de Kuala Lumpur là, ouais c'est ça, je crois, ou je sais plus si c'est Dubaï, je sais plus, ouais, je sais plus, ouais. J'ai confondu. Et du coup, et je sais que par contre au cinéma, j'avais vraiment été pris de vertige dans cette scène, quoi, parce que c'était vraiment filmé de manière spectaculaire. Et là, l'espèce de scène il lâche la corde de l'hélico, genre la première fois, il était 4h du matin, mais j'ai vu le trailer, j'avais mon ordi sur les genoux dans mon lit, j'ai fait genre. Et du coup, je trouve que c'est super impressionnant la façon dont c'est filmé, de plus en plus proche en fait de lui. On voit aussi la scène où il passe d'un immeuble à l'autre, c'est là où il s'est pété la cheville et que le tournage a été repoussé et tout. Donc c'est quand même dans le trailer, je trouve ça assez fort de voir tous ces trucs. Et puis ouais, il y a l'aspect méta sur le côté disavowed, c'est tout le temps le truc, c'est Ethan Hunt, en fait on va l'utiliser sur une mission et on va en faire une sorte de Suicide Squad. On peut nier qu'on est impliqué avec lui, donc à chaque fois on le désavoue. Donc là c'est prononcé direct dès le trailer. Du coup je trouve qu'il y a un petit clin d'œil qui est assez marrant. Et puis Tom Cruise qui fait toutes ces cascades, sachant qu'on sait qu'il s'est pété pour la première fois une patte sur un tournage, alors qu'il réalise des trucs bien plus dangereux d'habitude, notamment s'accrocher à un avion en plein décollage. Mais là, c'était lui qui le faisait. Ah ouais, c'est lui qui fait toutes ces cascades en fait. C'est pour ça que c'est impressionnant, c'est parce que c'est vraiment lui qui fait, tu vois, à Dubaï dans le 4, il l'a vraiment fait, être accroché à un immeuble gigantesque qui a monté. Dans le 5, il est accroché à un avion qui décolle, ils l'ont vraiment fait aussi du coup. Et c'est vrai que là, l'hélico, du coup, il a vraiment fait. Le pire, c'est qu'a priori, il avait dit, Chris McQuarrie, quand ils ont annoncé qu'il faisait 6, il disait on a déjà écrit le script, on a déjà les séquences impressionnantes du script. Et en fait, le truc, et c'est bizarre parce que le truc qui m'a le plus impressionné, du coup, j'imagine qu'il remonte dans ce putain d'hélicoptère parce qu'au bout d'un moment, on le voit aux commandes de l'hélico. Parce qu'à un moment, il y a une espèce de plan où l'hélicoptère tombe. Et je pense vraiment que l'hélicoptère tombe parce que la profondeur de champ, enfin, je pense que tu peux truquer ça en numérique et tout, mais là, elle paraît vraiment naturelle en fait. Et il y a cette espèce de course-poursuite avec Henry Cavill et une mitrailleuse sur le côté de l'hélico. J'étais là, waouh, c'est tout ce que je veux voir. Enfin, il y a l'air vraiment d'avoir. Moi, j'aime beaucoup Mission Impossible. C'est des films qui restent cohérents tout en étant conçus autour de ce que les Américains appellent des set pieces, quoi. Donc des scènes d'action bien particulières. Celle de l'opéra dans le 5, elle était super belle aussi. La façon dont c'était monté. Puis c'est des films qui restent élégants visuellement et tout. Il y a des plans qui claquent. Le fait d'avoir privatisé la moitié de Paris là pour le tournage, c'est aussi hyper cool de les voir dans des endroits que toi t'as déjà vu, mais où tu te dis il y aura jamais une scène. Enfin, le mec fait une putain de course-poursuite à moto devant l'Arc de Triomphe et tu sais que c'est pas l'Arc de Triomphe CGI qui est à côté de la Tour Eiffel et du Louvre parce que c'est un film américain et qu'ils savent pas vraiment comment c'est positionné. Enfin non, je trouve ça enfin, ça m'enjaille, je pense que ça sent, ça m'a totalement régalé, quoi. Et c'est, en plus, ce McQuarrie, c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup, j'aime bien sa vision de. Enfin, il s'est barré sur Twitter, je me demande si c'est pas parce que trop de gens, il se prenait la tête avec trop de gens, mais justement. Il avait une façon de répondre aux gens, mi-trollesque, mi-super intéressante, un peu à la manière de ce que faisait Ryan Johnson. Et c'est un mec qui a l'air d'avoir un avis et tout. Et
J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. J'espère qu'il va pas rester sur cette franchise parce que je le verrai beaucoup sur d'autres choses, quoi. Et notamment sur Star Wars pour le coup, parce que je trouve qu'il a un sens du spectacle qui est assez ouf. Et, Il ne peut pas s'en empêcher. et voilà. Oui. Non, je peux pas m'en empêcher, mais voilà. Non, mais c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on a tous kiffé. Le trailer non, t'enjaille vraiment à fond, quoi. Tout à fait. Mais j'ai kiffé un autre truc, on va passer brièvement dessus, mais c'était juste pour le plaisir que je l'ai calé là. C'est le trailer de Skyscraper avec The Rock. Assez incroyable parce que The Rock, bon bah voilà, je le kiffe, il fait tout. Il a une proposition, il a une palette de films incroyable qui est en train de s'augmenter, des trucs tous les 2 mois en ce trop moment, bien. quand même. Au film de super-héros bientôt, bientôt, je ne sais pas, peut-être qu'on le verra dans Shazam. Il est que la production de Shazam, donc on verra son nom au casting Oui, de puis il y a Shazam. peut-être qu'il fera, il y avait des rumeurs d'apparition, mais il va faire ils un avaient dit que caméo, non, c'est mais sûr. bon, j'imagine Suicide Squad 2, je qu'il crois, sera dedans. Et du coup, sa nouvelle production, du coup, qui sortira cet été, qui s'appelle Skyscraper, et qui est un film où il a un bouc déjà, elle change un petit peu de design lui-même. Il Et avait un du book coup- dans Fast and Furious. Dans Jumanji. Non alors dans Fast and Furious, oui. Non, c'est pas un book, c'est comme un Tony Stark, je crois. Il a... Oui, mais du coup, il change, tu vois. Ouais, mais là il a un book un peu Là, il a le grisonnant en book mode genre, grisonnant, poivre et c'est sel. c'est Il a un le père de swag famille et comme tout. jamais. Et Ouais. puis là, il fait 2,30 m, il est musclé de ouf. Ah, mais les fans Et zos, quel quoi. est ce ouais, scénario ça doit être incroyable? Ça va être un remake de Die Hard. Franchement, c'est un remake carrément assumé de Die Hard où tu auras un méchant, une tour en feu et du Un coup. tour dans lequel il y a des jardins. Ouais, du coup, dans des jardins. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, du coup, enfin, ce qui est cool, non, ce qui est pas cool, mais c'est dans ce scénario. Alors, du coup, ce sera un vétéran, j'imagine, puisqu'il aura. J'ai tout compris de quoi ça parlait en fait. Genre, il Je est crois que c'est un- chargé de la sécurité de la tour. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a des terroristes qui vont débarquer C'est dans ça. la tour. Et en fait, mais il est vétéran. Il est donc vétéran puisqu'il a une prothèse. Mhm. Et du coup, l'un des moments forts du film, c'est quand il est sur une grue et qu'il boite à moitié et que là, il saute jusqu'à l'immeuble. Il fait un saut de 13 mètres de haut. Meilleure scène Enfin, de de grue long. depuis Casino Royale. Ouais, c'est ça. Et je passe. Ce film a l'air débile, mais en même temps, ça a l'air de parler à ma fibre moment, il- 90s, tu vois. Et du coup, Complètement. je Quand suis il jette, vraiment sur chaud. Quand Ouais. il jette le Quand truc. il jette une hache là, Mais comme c'est ça. marrant parce que moi je les mets un peu. Alors là c'est plus dans le côté série B, mais les Missions Impossibles ont pour moi gardé ce côté un peu fibre fin des 80s, début des 90s, un peu chaîne blague en mode genre c'est moitié sérieux, moitié pas trop, tu vois. Et j'aime bien ça quoi. Là ça a l'air carrément pas sérieux. J'ai l'impression que c'est un peu assumé du fait que c'est The Rock qui fait des trucs. Édition, le gars protège un building et 2 mois plus tard c'est- t'auras il met une patate à un loup géant quoi. Donc, Clairement, The Rock, c'est devenu l'équivalent au cinéma de Martin, quoi. Enfin, c'est- t'as The Rock à la plage, The Rock, The Rock en dans voiture. Jumanji, The Rock en voiture, The et là Rock c'est dans la The jungle. Rock dans Ouais, un non, immeuble. c'est clairement ça. En feu. Voilà, donc j'ai hâte de le voir, on va bien se marrer. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission, le débat, le fameux débat, celui qui nous emmène souvent à nous foutre sur la gueule une fois qu'on a coupé. C'est vrai que c'est arrivé qu'on finisse en baston, parce que voilà, parce que on est des gens passionnés et puis secrètement on se déteste. Donc, ce qui fait que dès que l'émission se coupe, on Parce que s'envoie c'est chier. si secret que ça. Oui, c'est vrai que c'est pas secret, on ne cache pas non Ferme-la, plus que. d'ailleurs. Ouais, voilà, tu commences par la fermer. Et du coup, on va faire ce débat, une question qui nous est un peu venue après le FIBD, une question dont on a déjà parlé sur le réseau Arts, mais il est important de revenir dessus souvent. C'est est-ce qu'on est pour ou contre les dédicaces payantes? Parce que c'est vrai qu'on voit souvent le débat du côté des fans de BD qui ne veulent pas payer leurs dédicaces ou qui font la queue pendant des heures et tout. Et d'un autre côté, on a évidemment le point de vue des artistes qui en ont marre de retrouver leurs dédicaces ou leur crop, ou leur dessin et tout sur eBay ou sur leur doodle, merci, sur des sites de vente. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que vous, membres de la rédaction, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux payer ses dédicaces quand on est fan d'un auteur, limite, et comme ça on sait ce qu'on veut, ou est-ce que c'est mieux que ça reste gratuit puisque ça crée un lien aussi entre l'artiste et le lecteur, que tout le monde n'a pas les moyens forcément de mettre 30 € ou même plus dans une dédicace. Oui, enfin, si c'est après dédicace, ça peut être qu'une signature, tu vois, que tu peux payer juste pour avoir le droit d'avoir la signature. Donc, qu'en penses-tu, Arnaud? J'ai envie de te donner la parole car tu m'as l'air inspiré. Moi j'ai Moi, je vais te donner la parole à Thibaut. Oui, et d'ailleurs, non, mais j'allais en dire quelque chose. non, mais trop tard. Vas-y, Vas-y, mais mais attends. moi je voulais juste faire une dédicace à Donatien qui nous a payé une Une girafe. dédicace payante ou une dédicace Alors du coup gratuite? dédicace gratuite à Donatien qui nous a payé des girafes à Angoulême et qui nous a inspiré cette question. C'est vrai, tout à fait. Merci de le rappeler puisque je ne Et l'avais pas maintenant fait. je laisse la parole à Arnaud. Arnaud, tu es qu'un gros sac à merde, tu l'avais oublié. Bravo. C'est vrai. Super. Bah, je vous avoue que la girafe, je suis souvent dans un état C'est vrai second, que- donc je vais pas me pardonner de ça. Mais Non, Donatien, merci pour le
truc, c'est qu'on oublie peut-être, je pense, je sais pas, je peux être démago, mais que quand les artistes sont là, ils prennent de leur temps, sur leur temps de travail, qu'ils sont là aussi. Bah, c'est du travail en fait pour eux de dessiner, tu vois. Donc j'ai envie de dire, si tu vas. On n'est pas payé en tant qu'artiste via un salaire en fait. Ouais. Donc on est payé à ce qu'on dessine. Donc si le week-end, au lieu de dessiner, parce qu'ils sont freelance en gros, c'est un régime comme ça, s'ils viennent le week-end en salon pour signer, c'est du temps perdu, donc de l'argent perdu. Ouais, après, puis il me vient une analogie, vous me direz si elle est conne ou pas, mais par exemple, t'es boulanger, tu vois, tu te déplaces à un salon de boulangerie et on te dit de faire sur place du pain. T'auras envie que le mec il te paye quand même le pain à 1 euro, tu vois, même si tu l'as fait, tu vois, même s'il le fait sur place, tu vois, sachant que le temps qu'il est sur son salon, bah, il n'est pas en train de s'occuper de sa boulangerie et donc de faire son gagne-pain. Et je me dis que là, c'est peut-être un peu pareil, tu vois. Gagne-pain. Gagne-pain, ouais, putain, arrête. Ça fait marrer. Boulanger gagne-pain, moi je trouve que ça tu me m'as un dit peu bon. perdu avec ta Ouais, métaphore. cette analogie de la baguette, ma foi, était très intéressante, mais en Bah même non, temps, mais tu c'est vois, quelqu'un qui fait son travail sur place, tu vois, Est-ce mais que, en il n'a tant pas de raison que- qu'on le paye pas pour en le tant que, produit je de sais son pas, travail. En tant que lecteur, est-ce que déjà, si tu fais pas un geste, tu vois, le fait d'acheter la BD, le fait enfin je sais pas, tu as déjà acheté l'objet, si tu veux le faire dédicacer à l'intérieur, est-ce que tu es obligé de payer? Enfin, je sais pas, c'est aussi une façon de Bah, si, à la limite, pour quand l'artiste, tu quand vois, tu aussi payais ton de- album, si tous les sous revenaient à l'auteur, peut-être que la question se poserait pas, tu vois. Mhm. Mais le fait est que quand tu payes une BD, je sais plus quel est le pourcentage, mais c'est un pourcentage qui est minime. Donc là, ce qui est intéressant dans le fait de donner tes sous directement à l'artiste quand il est présent sur place, c'est aussi que tu donnes vraiment en fait quelque chose à l'artiste directement et pas à toute une chaîne de production dont il aura qu'un faible pourcentage. Et aussi, tu lui demandes ce que tu as envie en fait. Et quelque part, c'est une production du coup qui t'est destinée à toi. Donc le truc, c'est que par rapport aux connards qui revendent leurs dessins sur eBay, que ceux de la dédicace. connasses. Et connasses, bien sûr, ne soyons pas sectaires. La différence, c'est que le dessin que tu l'aies eu gratuitement ou que tu l'aies payé, si tu veux le revendre de toute façon à 1000 euros parce que c'est un dessinateur ultra prisé, tu vas le faire en fait, tu vois. Et je trouve que ça va pas régler la question de ce comportement. Le côté de la revente, j'ai l'impression qu'on en fait tous une affaire. Et qu'au final c'est assez minime parce que quelque part tu peux pas empêcher les gens que la dédicace soit gratuite, c'est encore plus dégueulasse, mais je veux dire tu peux très bien aller chercher une dédicace de Murphy et la revendre super cher parce que c'est le mec le plus trendy du moment, tu vois, ou revendre une dédicace que tu as faite à 20 balles à l'époque d'un Batman maintenant qu'il fait un Batman, tu vois. Je veux dire ça tu peux pas, enfin c'est le marché, tu peux pas vraiment régler. Je sais que les artistes ont un problème là-dessus parce qu'ils considèrent qu'ils le font pour une personne et pour un certain prix, et que si le prix il est délirant, ça les emmerde. En même temps je suis désolé, mais aujourd'hui Murphy il revend des planches vieilles plus chères parce qu'il a pris en galon, tu vois, donc c'est à peu près le même rythme et personne l'empêche de le faire. Je fais un parallèle comme ça, je pense que limite ça fausse le débat. Le vrai débat c'est genre, est-ce que l'artiste il mérite d'être payé parce qu'il donne son temps sur le salon? Des fois, chez certains éditeurs, il y en a qui ont les moyens de les emmener directement au centre-ville à Angoulême, dans des purs hôtels, etc. Il y en a d'autres, ils sont loin, donc ils se déplacent plus ou moins à leurs frais, ou alors c'est pas très confortable pour eux. Ensuite, ils viennent dédicacer toute la journée. Il faut voir quel genre de personnes viennent dédicacer aussi. Si vous avez déjà fait la queue pour la dédicace, vous voyez bien les gens que je veux mettre en scène ici, ceux qui arrivent avec les chaises de camping, les gamins, les sandwichs et la totale. Alors il y en a qui sont hyper cool et qui soutiennent vraiment les auteurs et qui sont prêts à payer, et je le sais, c'est des chasseurs de sketch mais qui ont un minimum de conscience. Il y a aussi pas mal de mecs qui parlent même pas à l'artiste, qui arrivent, ils posent le bouquin, je veux ça, balance, et ça je trouve ça vraiment pas respectueux, et je me dis en plus ils sont pas payés pour le faire, tu vois, tu peux même pas penser au bifton que va te lâcher le mec à la fin, donc moi je pense qu'ils mériteraient d'être payés. Aux États-Unis c'est comme ça, il y a des sessions de free sketch et si tu les manques ou que tu arrives ou t'es pas là à l'heure, tu payes. Après t'as pas la même chose en free sketch que quand tu payes aussi, donc je trouve que c'est une tarification qui est normale. En fait moi je pense qu'on devrait les payer, mais après ça dépend pourquoi, et qu'on devrait pas instaurer une règle des prix parce que c'est pareil, qui pourrait la positionner, mais c'est juste que les artistes doivent y penser en fait. Tu vois, je sais que par exemple j'en avais discuté avec Bengal au Toulouse Game Show en 2016, et lui il me disait en fait maintenant que je fais maintenant qu'à New York en fait les mecs ils me filent tant. Donc en l'occurrence cher parce que ses dédicaces étaient assez cher parce que il est super en vogue aux États-Unis. Il disait je peux pas baisser mes prix en France. Et je lui disais en même temps, est-ce que tu vois les Français vont se vanter d'avoir eu 20$ de moins sur ta dédicace ou 40, tu vois? Je suis pas sûr, et en même temps c'est pas les mêmes mœurs, c'est pas les mêmes habitudes. Puis surtout
Bah, je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu déconnants parce que autant j'aimerais bien qu'on paye nos artistes pour faire ça, autant je sais que parfois dans des sessions de dédicaces en librairie ou à Angoulême, les gens ils font un petit dessin, tu vois. Et donc si tu commences à payer ton petit doodle, il y a juste un visage et une signature pour Thibaut à 40 balles, c'est délirant, tu vois, parce que le mec il en a vraiment pour 4 traits. Mais quand c'est quasiment de la commission, parce que le mec il prend du temps, parce qu'il y a que 10 personnes et tout, là il faudrait payer, tu vois, ou au moins avoir un tarif un peu symbolique, tu vois, je sais pas. Puis après, l'alternative, c'est toujours aussi que tu as ta dédicace gratuite, mais parce que tu as acheté le bouquin par exemple sur place, tu vois. Oui, ça arrive souvent quand même, les librairies. Mais je trouve que ça, ou un print, tu vois, ou quelque chose, mais le fait que. Je pense qu'il y a un moment où il va falloir. Mais je pense que c'est peut-être juste une notion qui a un peu du mal à rentrer, que le tout gratuit ça n'existe pas et que le mec il est quand même là sur son temps, il travaille, tu vois. Et je suis désolé, tout travail mérite salaire en fait. C'est con. Et le mec, c'est pas parce qu'il dessine et que c'est la passion de la BD, je sais pas quoi, surtout ça mérite pas d'être payé. Surtout qu'on rappelle, il faut rappeler un truc dont on avait déjà discuté la semaine dernière avec le spécial Angoulême, mais c'est qu'on parle de ça parce que la situation des auteurs est précaire. En fait, si les mecs étaient des putains de rockstars à gagner 5000 boules par mois, il y en a, mais pas tous, et très peu. Et très peu, du coup, peut-être que la question se poserait pas. Et souvent, ces gens-là, d'ailleurs, sont assez honnêtes avec le truc et font pas forcément payer, tu vois. En tout cas, en France, parce qu'il y a la culture aussi, que la dédicace, c'est gratuit, parce que tu encourages déjà l'auteur, etc. Mais c'est pareil, comme tu le dis, c'est oublier la part que prend l'éditeur là-dessus, les droits d'auteur. C'est le meilleur moyen de soutenir un artiste que de lui filer directement, parce que ça passe de lecteur à artiste. Et par rapport à la question de, si on peut pas, je sais pas, je suis d'accord que c'est bien, moi j'étais content quand il y a des séances de free sketch, tu vois, d'avoir un truc gratos et tout ça. Après, si vraiment c'est payant et que tu peux pas, tu fais autre chose. Si c'est vraiment l'artiste que tu as envie de soutenir, dis-lui que tu as aimé ses trucs, va discuter. Parce que justement, c'est pas juste une machine à dessin, en fait, tu vois. C'est une personne et tu peux lui parler de son travail. De la personnalité et parfois, un échange, c'est pas de discuter. Tout aussi bien qu'un dessin. Ok, tu pourras pas l'exposer, tu pourras pas t'inventer, mais le souvenir. Et je pense qu'il y a d'autres façons, tu vois. Il y a d'autres façons. Après, voilà, moi je pense que c'est souvent. De mon expérience, c'est un truc, j'ai la chance de ne pas être tombé dans les toys, mais par contre, en vieillissant, aller chercher des commissions, donc pas parce que je déteste faire la queue et tout, je commissionne les mecs, c'est cher, c'est pas la même chose, mais au moins je me dis, ça va à 100% dans la poche de l'artiste. Et il y a souvent en fait une discussion parce qu'en fait généralement j'ai remarqué, je pense qu'il y a des gens qui là-dedans c'est pareil, sont plein de fric et arrosent je veux un machin, vas-y ciao, et je te fais un mail et on se casse. Moi j'aime bien le faire en convention parce que tu peux discuter pendant que le mec fait le dessin et tout machin, et tu sais que tu payes, donc quelque part c'est un truc un peu privilégié, donc tu te dis putain je suis pas en train de lui prendre son temps et du coup son argent, parce que je lui redonne de l'argent pour le temps que je passe, et je sais que d'expérience en fait à chaque fois que j'ai demandé des commissions payantes, derrière ça s'est super bien passé avec les artistes, alors que j'ai déjà fait des commissions où tu attends super longtemps. Et en fait, tu sens que les mecs, ils en ont plein le cul, ils ont eu 3 mecs trop relous et tu les as vus devant toi et tu peux pas lui en vouloir, tu sais, de forcer la conversation. Donc tu restes là et tu te sens un peu con et tu sais pas trop quoi faire. Et je me demande au fait si c'est pas, j'espère que ça fait pas de moi un gros capitalisme, mais j'ai l'impression que ça crée un climat vachement plus sain, quoi. Tu vois, j'ai même eu, j'ai une dédicace de Glyn Dillon, l'argent il le redonne à des assos, tu vois. Donc ils te disent, si tu veux, je te fais confiance, tu le redonnes à une asso. La plupart des artistes sont même pas regardants en fait. En plus, tu vois, s'ils n'ont pas le temps de terminer, ils vont te faire une réduc ou je sais pas quoi. Il y en a qui gardent leurs tarifs, qui sont complètement délirants parce que c'est des méga rockstars ou qui font plus que 10 signatures ou que sais-je, tu vois. Et je trouve ça chaud. On parlait de Murphy tout à l'heure, et il y a pas longtemps, il avait fait tout un truc là-dessus. Je ferai plus jamais de commission parce que vous êtes tous des connards. Je suis désolé, non, tu vois. Il y a aussi des gens qui veulent soutenir ton art. C'est pas juste. Ok, il y a des mecs qui revendent, mais je veux dire, tu seras toujours victime de ton succès, tu vois. Est-ce que tu vas, tu vois, je trouve ça super chaud de dire ça, alors qu'il y a sans doute des gamins qui sont carrément inspirés par lui et il peut faire un petit doodle et tu vas t'interdire le truc à ce point. Mais après, je peux comprendre que vu que du coup, il y a pas d'argent, quand il y a pas d'argent ou que c'est des trucs qui sont revendus, même si on disait que ça fausse le débat, j'ai l'impression que du coup, les gens ils se font plus trop confiance alors que c'est la BD. Et qu'on n'est pas au putain de cinéma, tu peux rencontrer le mec sur sa table, discuter 1 heure avec lui, s'il n'y a personne derrière toi, la plupart des gens sont heureux de le faire parce que s'il n'y a personne derrière toi, sinon ils se font chier, ou sinon ils dessinent leur comics, tu vois. Et au pire, s'ils n'ont pas le temps, ils te le diront, et généralement les choses sont très polies, quoi. Je sais pas. Tout à fait, moi je suis plutôt d'accord avec vous. Je vous avoue que c'est un peu difficile de défendre l'inverse aujourd'hui, surtout que ça a pas mal évolué depuis ce temps-là, où c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problématiques avec les revendeurs, notamment ceux qui ont quand même amené le débat, quoi. Et c'est vrai que finalement... Justement, c'est une question sur laquelle je me positionne pas trop, parce que je comprends d'un côté l'artiste, et je comprends le lecteur aussi, mais moi je pense que par exemple, les commissions, c'est normal de les payer. Que c'est un vrai travail d'artiste. C'est accessoire, tu vois. Et la dédicace, par contre, ça dépend de la dédicace, tu vois. Si tu veux juste une signature et limite comme tu dis un petit doodle. Du coup,
une dédicace payante, c'est une commission, quoi. Enfin, Ouais, factuellement, c'est pour ça. Donc ça dépend de ce que tu appelles. Après, c'est vrai que je sais pas si ça se fait ça dans des salons où l'auteur fait sa dédicace. Après, c'est le lecteur donne ce qu'il a en fait ou ce qu'il a envie. Je sais pas, ça pourrait. Après, ça veut dire que ça implique un minimum d'honnêteté chez le lecteur de se dire. Voilà, c'est ça. Après, condition de l'artiste. Hein, Moi, je suis étudiant, j'ai passé vraiment beaucoup d'argent. C'est vrai que je comprends non, mais c'est le pour ça fait aussi. que l'artiste, genre moi, je sais pas si je rencontre un artiste que j'adore, j'ai envie de le soutenir, mais je me dis ouais, c'est quand même cher aussi, parce que c'est peut-être aussi le problème, c'est peut-être que c'est cher des fois les dédicaces. Après, c'est Ouais, pas mais non il y a plus moyen de se à la portée de tout le monde. C'est sûr que si tu t'achètes une commission, bah, c'est que tu es super fan du mec et que tu as les moyens. Ouais, quoi. bien sûr. Donc, c'est sûr que bah, oui, c'est cher, mais en même temps, c'est des pièces. Enfin, après, c'est cher. pièces Moi, uniques, je trouve pas ça véritablement cher, tu vois, parce qu'en moyenne, on est entre, je sais pas, on va dire, on va prendre une fourchette large, mais on va être entre 70 et 150 euros pour la base. Tu vois, avec des artistes, on parle pas de rockstar et tout, parce que sinon, en fait, c'est juste exponentiel, Surtout- ça part d'un seul coup. Quoi. Surtout, vu qu'on parle de dédicace, on est en salon et c'est à peu près ces eaux-là. Ouais. Parce qu'en fait, si tu vas voir les gens ensuite en particulier, ça peut être beaucoup plus cher. Tu peux facilement monter sur du 300, du 400, quoi, pour la même chose. Donc, ils savent qu'ils sont en salon, qu'ils partent à la rencontre directement des gens, qu'ils peuvent contrôler, discuter avec les gens. Eux aussi, ils savent que c'est une expérience. C'est et des que ça aide. créneaux, oui, où ils font des commissions, parce que clairement, si tu vas les voir alors qu'ils sont pas forcément dans le rythme de salon, bah, ils ont déjà du travail, donc tu leur ajoutes une charge, donc c'est pour ça que forcément ça coûte plus cher. Peut-être aussi que si comme on dit, avec c'est dur pour les auteurs de BD, peut-être s'il était moins dur, il y aura peut-être moins aussi cette question et ce problème. Bah, c'est sûr. Et puis après, je sais pas trop parce que tu vois, je pense qu'en plus il y a un truc qui se mélange, c'est que nous on disait que c'est une habitude américaine et qu'en même temps, bah, les auteurs français ils vivent pas mieux que les auteurs américains, voire moins bien. Et en même temps, quand je vois ce que font les dessinateurs français, ils font souvent des beaucoup plus petits trucs, tu vois, même dans la façon de dessiner et tout, c'est beaucoup plus à la chaîne parce qu'ils ont plus de monde. À Angoulême, c'est énorme et tout. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est plus des petits doodles et tout, alors que je vois des ricains faire des gros trucs et tout. Bah, c'est parce que généralement, à Angoulême notamment, il y a moins de monde qui vient pour le comics et les vrais rockstars, c'est plutôt les mecs franco-belges et tout. Mais du coup, ils sont obligés d'adapter un petit peu ça. Et du coup, je sais pas si. Au final, moi, je trouve que le truc le plus équilibré, c'est peut-être se dire sur telle ou telle session, c'est du free sketch, mais c'est du petit sketch, de vraiment tout petit truc. Et après, bah, le reste du temps, il est réparti à 10 ou 20 personnes qui veulent prendre des dédicaces moyennes ou plus grandes. Ce que font la plupart des artistes américains, en fait. Tu vois. Après, il y a aussi, du coup, comment tu fixes le truc et est-ce que tu fais vraiment le free sketch? Parce que du coup, tu sais, les gens ont toujours un petit peu les boules, mais en même temps, je trouve que c'est le modèle le plus équitable parce que. En fait, moi, ça me ferait chier du coup de plus avoir un petit truc. Parce que, en fait, c'est con, il y a des auteurs, j'aime bien, mais je les connais pas, où ils discutent pas trop, et tu sais que t'es au milieu de 1000 personnes, où tu t'attends pas à ce qu'ils fassent un truc de ouf. C'est hyper plaisant aussi d'y aller pour qu'ils te fassent un truc de ouf. Donc à ce moment-là, quand tu sais que t'as un truc de ouf, ça me paraît naturel de payer. Peut-être juste créer des planches horaires en fait plutôt que des tarifaires en fait. Ouais, non, mais entre les petits et ça dépend ce qu'il y a. Mais par contre, quand ils font des free sketch, ils sont payés par l'éditeur pour faire ça ou... Bah non, ils sont défrayés généralement, mais tout le temps sur place, c'est à leur truc. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça, c'est eux qui définissent même. Enfin, non, parce que l'éditeur va dire bon, ok, vous êtes les méga rockstars par rapport au lancement de tel BD, donc on vous met. Mais faut voir, on discutait avec Vincent Brujas et Ronan Toulois en sortant de l'interview. Les mecs sont venus faire une pause d'une demi-heure, ils ont fait une interview aux Latitudes en face de la bulle et ils sont repartis. Et les mecs, ils font 6 heures de dédicace dans la journée, tu vois. C'est épuisant. À la fin, tu dois discuter avec tout le monde, alors ça va et tout, machin. Enfin, tu sais, pour pas écrire la même chose, pas décider la même chose. Tu vois, au final, peut-être que moins de gens, mais avoir une relation peut-être plus positive. Après, le problème, c'est que les chasseurs de sketch, généralement... Il y a des tarés qui veulent faire que du gratuit, mais la plupart reconnaissent la valeur de l'objet et sont prêts à payer aussi. Enfin, seraient prêts à payer, donc ça débarrasserait pas forcément des... Plus que la valeur de l'objet, c'est la valeur du travail aussi. Oui. Effectivement, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ma foi, on était plutôt pour payer, puisque nous sommes du côté des artistes. Yeah. Et du coup, cette émission arrive à son terme. Je vous remercie tous. Merci Vincent d'avoir participé à ton premier podcast. Comment ça s'est passé? C'était un peu chiant quand même. Ouais, t'as vu, je te l'avais dit. Vous m'aviez tous prévenu, qu'est-ce que je fous là Ouais, je t'avais dit, c'est un enfer à tourner, laisse tomber. J'ai faim. Tu as faim Eh ben, non, mais sinon Alex, non, c'était bien. Nice. Tu veux avoir une bonne note, toi, hein? Tu es malin. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera... Tu veux, non? Bah, la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de podcast du coup, à cause d'un Effectivement, il n'y aura peut-être pas de podcast. On sera peut-être dans un pays qui commence par W.
Ah là là, c'est cryptique. Si vous savez ce qui se passe la semaine prochaine, ce sera assez facile de deviner. On vous fait des gros bisous, on vous aime toujours. Toujours aussi. Et n'hésitez pas à nous demander si vous voulez qu'on vous fasse des dédicaces payantes, on vous les enverra par la poste. On a un compte PayPal. Je vous fais des bisous. On vous dit peut-être pas la semaine prochaine, peut-être. Et on vous dit bientôt. Hein. Et puis gardez la forme, gardez la pêche. Faites des bisous à votre famille. Payez votre loyer. Mangez équilibré. Arrêtez de fumer. Buvez pas trop d'alcool. Ouais. Ah si, quand même. Ça, j'ai du mal à le conseiller. Bisous.